Pardon? Euh, ton... Faudrait que tu règles ça. Ouais. Ben, t'as besoin de ton étude de cas qui est dans ton volume. Ton volume, si tu l'as en mode, si tu l'as en mode local, tu peux travailler en mode local. Si tu l'as jamais téléchargé, tu pourras pas avoir accès à l'étude de cas. Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Bonne semaine. Heureux de vous revoir. Vous allez bien? Semaine 3 de notre cours de fiscalité. C'est un cours charnière aujourd'hui parce que le thème qui va être abordé aujourd'hui, qui est la structure du calcul du revenu imposable et de l'impôt, on pourrait résumer ça en un mot beaucoup plus simple ou un titre beaucoup plus simple pour le cours d'aujourd'hui, c'est la structure d'un rapport d'impôt. Donc, on va voir vraiment la coquille aujourd'hui, c'est de quoi s'est construit un rapport d'impôt, ou en termes fiscaux, un calcul de l'impôt, avec les différentes composantes. Donc, aujourd'hui, on ne rentrera pas dans le contenu de chacune de ces composantes-là, mais on va vraiment s'intéresser à toute la structure qui se veut ni plus ni moins qu'être votre ligne directrice ou votre cadre de référence pour l'ensemble des sujets qui s'en viendront. Parce que l'ensemble des semaines prochaines, ça va être de prendre ces thèmes-là un par un, puis d'aller les étudier. Mais aujourd'hui, on doit les placer dans un plan, dans une espèce de carte routière pour vous qui va être le chemin à parcourir d'ici les prochaines semaines pour étudier chacun de ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que je vais prendre une bonne heure aujourd'hui pour revoir des thèmes que vous avez vus lors de votre section, la préparation au cours, votre section d'acquisition des connaissances. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a une étude de cas évaluée aujourd'hui. Ben, c'est pour forcer la main à venir faire avec sérieux là, cette application-là, cet exercice-là, qui va être fort utile. Parce que je le dis de façon plus négative, j'aime pas ça parler de façon négative. Si tu es mêlé aujourd'hui, là, tu vas être mêlé longtemps. Parce que tout repose sur la structure qu'on va mettre en place aujourd'hui. Bonjour, messieurs. Vous cherchez une place pour vous asseoir. Êtes-vous inscrit dans le groupe 01, monsieur, du matin? Monsieur, vous, à gauche, je pense pas, hein? Dans la classe, il y a des gens qui ne sont pas inscrits dans le groupe 1? Vous comprenez que si vous n'êtes pas inscrit dans le groupe, si vous êtes inscrit dans le groupe du midi, de vous recevoir le matin, j'ai aucun problème avec ça, ça me fait plaisir, mais si ça prive d'une place, quelqu'un qui est inscrit dans son groupe le matin, ça ne peut pas faire. Il n'y a personne dans la classe, je vais prendre les présences tout à l'heure pour l'étude de cas. Je ne devrais pas prendre personne de présence dans le groupe 03 alors. Dans le groupe 03, est-ce que je vous demanderai de laisser votre place? Pas bien le choix. Ouais, sinon, vous pouvez vous tirer une chaise à quelque part, là, vous coller peut-être. Ah, c'est ici. Il faudrait juste peut-être t'as juste trouver une chaise ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des personnes qui sont dans le groupe 03? Merci de votre honnêteté, monsieur. D'autres mains honnêtes qui se lèvent? Ah, ça veut dire que le groupe est bien plein, alors. On va vous mettre une place en avant, puis monsieur, si vous êtes capable de vous trouver une chaise, ben oui, puis essayez de prendre pas trop de place.
OK, alors, excusez-moi pour le contretemps. Donc, je vous disais, ben voilà, donc je vais passer à travers cette matière-là avec vous. C'est important. L'étude de cas évaluée aussi est importante en lien avec ça. Elle a été placée là, c'est pas pour rien. Autre chose que je veux vous dire, on est rendu à la semaine 3. Samedi passé, c'était le fameux 13 septembre. Pourquoi le fameux 13 septembre? Voilà, c'était la date limite pour remettre vos deux premiers éléments d'évaluation. Donc, la majorité, vous l'avez fait. J'ai regardé vos résultats. La majorité, c'est très bon. Donc, c'est un signal pour vous, là, pour ceux pour qui ça a bien été. Vous voyez, ça vous force à vous garder à jour. Ça vous force à avoir une bonne acquisition des connaissances à chaque semaine avant de vous présenter en classe. Continuez comme ça. C'est très bien parti. Pour les quelques-uns d'entre vous pour qui ça a moins bien été, ben vous aussi, c'est un signal, mais un petit peu différent. Donc, essayez de construire à partir de ça. Ce samedi, vous allez évidemment avoir d'autres éléments d'évaluation à compléter. Donc, si je fais un rappel sur votre plan de travail, semaine 2, la semaine passée, en sortant du cours, vous devriez avoir travaillé les problèmes de la BQI en fiscalité, sujet 2. Il faudrait que l'assujettissement, ça soit maîtrisé. Sinon, vous pouvez revenir avec des questions n'importe quand. Et là, cette semaine, semaine 3, ben, vous devriez avoir à la maison, avoir préparé la semaine 3 en faisant toute la section bleue, qui est usuelle, là, je ne répète pas les étapes, des lectures, des capsules vidéo. C'est rajouter exceptionnellement l'initiation au logiciel Tax Prep. Donc, d'une part, le fait de le télécharger, d'autre part, d'écouter les 3 courtes vidéos de formation. Je constate que ça peut en faire beaucoup, mais ça, c'est exceptionnel. Il ne s'en rajoutera pas à chaque semaine, là. C'est seulement propre à cette semaine. Donc, le sujet d'aujourd'hui, qui s'appelle la structure du calcul d'un revenu imposable et d'un impôt, vous en êtes déjà initié. Moi, toute ma journée est construite en partant de l'hypothèse que vous avez fait ce travail-là avant de vous présenter en classe. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille plus loin sur cette matière-là ou sur la façon de procéder ou sur les outils qu'on utilise? Madame? Oui, je vous écoute. Les acronymes ou les abréviations, là? Ouais. Ben, je vais faire ça pour pas la première fois que j'entends cette suggestion-là. Merci beaucoup de faire une espèce de glossaire où tous les petits acronymes seraient définis. La logique, c'est que la première fois qu'on utilise un acronyme, on l'a défini. Donc, la première fois que vous lisez un mot au long, par exemple, bien meuble déterminé, entre parenthèses, tout de suite après, on définit l'acronyme BMD. Puis là, on présume que le lecteur, après, quand il voit BMD, il sait à quoi ça fait référence. Mais je suis d'accord qu'on peut être rendu beaucoup plus loin dans le livre, puis pas se rappeler c'est quoi un BMD, puis ça peut être dur de retrouver l'endroit où il est défini. Est supposé être donnée plus haute. Tu me montreras un exemple. Mais bref, merci de la suggestion. C'est noté. Autre chose? Monsieur? Bonjour? Est-ce que vous êtes inscrit dans le groupe 01? Ah, c'est malheureux ça. Je vais faire une plainte parce que vous avez officiellement pas assez de place dans votre groupe, dans le groupe 01. Monsieur, que j'ai vu que vous êtes arrivé en retard, vous êtes-vous inscrit dans le groupe du matin aussi? Ouais. Ah, je vous crois. Je vous crois. Euh, Je vais essayer vous comprenez que ça relève pas de moi le problème des places, je m'en excuse. Je vais essayer avec un coup de fil tantôt là, ou demain matin, je vais essayer de voir
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on entame la révision? Je vais prendre 1 heure pour réviser le sujet 3 avec vous à un rythme assez rapide pour faire place à l'étude de cas en deuxième partie de cours. OK, alors, gênez-vous pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Là, vous n'êtes pas obligé de garder ça pour une période de questions. Donc aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qui nous amène à... Pourquoi le sujet 3 s'appelle comme ça, puis pourquoi on en est à s'intéresser au calcul du revenu imposable et de l'impôt. Je vous rappelle que le premier sujet, j'en parlerai plus là, parce qu'il est un peu hors contexte. C'est un sujet de mise en contexte, justement. Là, ça se place où l'impôt dans notre monde juridique. Mais à part ce sujet-là, le sujet 2, qui était vraiment le point de départ de notre étude, c'était l'assujettissement. Le sujet 2, la semaine passée, c'était l'idée de dire à qui ça s'applique la loi de l'impôt. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent en mots simples? Si vous voulez parler de ça avec vos parents là, prochainement, là, en mots simples, vous allez leur vulgariser ça comment? Qui doit payer de l'impôt au Canada? Si tu es résident canadien, hein, grosso modo, là, puis là, on a passé bien du temps sur ces définitions-là. Donc, si tu es résident canadien, l'article d'assujettissement dit que tu dois payer un impôt sur ton revenu imposable. Donc, disons que tu te reconnais là-dedans. Toi, es-tu résident? On est tous résidents canadiens, je pense. Fait qu'on se reconnaît là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on est assujetti. On est résident canadien. Donc, faut payer, si on lit l'assujettissement, ça veut dire qu'il faut payer un impôt sur notre revenu imposable. Êtes-vous capable de calculer ça, vous, un impôt? Non. Il va falloir aller voir les articles qui vous disent comment calculer un impôt. Savez-vous, la première chose le premier article que vous allez rencontrer dans la loi de l'impôt, quand vient le temps de calculer un impôt, savez-vous qu'est-ce qu'il dit, le premier article de tout? Il dit, pour calculer un impôt, ça te prend un revenu imposable. Parce que l'impôt, ça se calcule sur le revenu imposable. Fait que tu n'es pas avancé. Tu ne calculeras pas d'impôt si tu n'as pas de revenu imposable. Fait qu'il faut que tu trouves ton revenu imposable. Tu t'en vas donc ailleurs dans la loi de l'impôt pour trouver ton revenu imposable. Tu sais quoi la première chose qu'on va te dire quand tu vas essayer de trouver ton revenu imposable? Pour trouver un revenu imposable, ça te prend un revenu. Fait que tu n'es pas avancé. Tu ne trouveras pas de revenu imposable si tu n'as pas de revenu. Fait que tu décales encore, puis tu en viens à trouver ton revenu. Donc, c'est ça que j'illustre avec une image qui va être une image forte pour les fins de notre cours, qui est celle-ci. Je peux la mettre en couleur, là. Qui est cette fameuse image-là, qui vous fait relater en couleur ces 3 fameuses sections-là. Le calcul du revenu imposable, puis le calcul de l'impôt. Écoutez-moi bien, jusqu'à la dernière heure de la dernière semaine du cours de fiscalité 2, on va toujours naviguer à l'intérieur de cette carte-là. Dernière heure du dernier cours de la dernière semaine de fiscalité 2, on va toujours, de maintenant jusqu'à ce moment-là, on va toujours être en train de naviguer là-dedans. Ça, c'est notre carte routière pour étudier la conformité fiscale. Et vous vous rappelez, le premier cours, je vous ai dit qu'on avait 2 cours de conformité fiscale. Fiscalité 1, on va voir la moitié. Fiscalité 2, on va voir l'autre moitié. Fait que ce tableau-là, vous n'avez pas fini de le voir. C'est le tableau qui va être présenté au début de chacun de vos sujets, puis qui va essayer de vous situer qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'intérieur de ce tableau-là. Donc, je prends la peine de bien vous le présenter. Donc, il y a 2 sections. La première section, à qui ça s'applique, ça? Les formes juridiques existantes. À qui ça s'applique, puis qui doit payer un impôt? Et donc, trouver son revenu imposable, et donc, trouver son revenu. Qui doit passer à travers tous ces calculs-là? Ben, vous l'avez dit, là, c'est les résidents canadiens, mais des résidents canadiens, ça vise autant des particuliers que des sociétés. On en a parlé la semaine passée. Donc, des êtres humains doivent payer un impôt au Canada, puis des sociétés doivent payer un impôt au Canada, en fonction de leur résidence. Laissons faire les sociétés de personnes puis les fiducies pour le présent cours, mais en bout de ligne, en réalité, il y a même plusieurs autres contribuables qui doivent payer un impôt. Mais on va s'en tenir, nous, aux particuliers et aux sociétés. Et nos différentes étapes maintenant, ben, comme on a dit, ça commence avec l'article d'assujettissement. Je le répète rapidement, là, parce que je ne veux pas me répéter. L'article d'assujettissement dit en mots, grosso modo, si tu es un résident canadien, tu devras payer un impôt. Donc là, tu t'en vas dans la section qui s'appelle « Calcul de l'impôt ». Vous voyez à droite, il y a des sections, des noms de sections. C'est pas important pour vous, mais ça fait quand même, c'est les sections, vraiment le nom des sections dans la loi de l'impôt. On la consultera pas, la loi de l'impôt, fait que la section B, vous pouvez bien vous en foutre. C'est que, moi, si j'étais vous, je dirais la section bleue. C'est les gens qui sont visuels, la section verte, la section rouge. Mais on s'entend que dans la loi, il n'y a pas de couleur, fait que c'est des lettres. Fait que, quand tu lis que les résidents canadiens doivent payer un impôt, ben, tu cherches dans la loi l'endroit où on va te faire calculer ton impôt. Puis tu arrives à la section E, rose. Puis
Puis là, je répète. Première chose qu'on me dit, ben, bienvenue dans la section E, calcul de l'impôt. Si vous voulez calculer votre impôt, ça vous prendrait votre revenu imposable. Bon, merde, ça tombe mal, je ne l'ai pas. Fait que tu quittes la section E aussitôt, puis tu cherches une section où on va trouver ton revenu imposable. Section C de la loi. Où on va te dire comment trouver ton revenu imposable. Puis encore là, tu viens juste d'arriver, puis premier article, on te dit, si tu veux trouver ton revenu imposable, ça te prend ton revenu. Ah, ça tombe mal, je ne l'ai pas, aussitôt entré, aussitôt ressorti. Tu dois trouver une section qui va te permettre de trouver ton revenu. Donc, vous comprenez que si on remet ça dans l'ordre, ça revient à dire, commence par trouver ton revenu, passe à travers toute la section bleue qu'il y a là. Quand tu auras trouvé ton revenu, qui va être un chiffre, après, tu trouveras ton revenu imposable, qui va être basé sur ton revenu moins certains éléments. Puis quand tu auras trouvé ton revenu imposable, là, tu iras calculer ton impôt. C'est vrai pour un particulier, puis c'est vrai pour une société. Ces trois étapes-là sont inévitables, peu importe la forme juridique du contribuable. Pour ceux qui ont déjà vu un rapport d'impôt, ça ressemble un peu à ça. C'est un peu plus mêlé là, dans un formulaire d'impôt. Entre autres, on va retravailler TaxPrep aujourd'hui, vous allez voir un vrai rapport d'impôt, mais cette structure-là est aussi présente dans un rapport d'impôt physique quand on le regarde. Mettons la loupe sur chacun de ces thèmes-là. Vous allez me dire, ouais, le calcul du revenu, il n'y a pas grand-chose. C'est comme quand tu regardes Google Maps, puis tu regardes la Chine. Non, il n'y a pas grand-chose en Chine. Ouais, mais zoom un peu. Tu sais, zoom, tu vas voir qu'il y a du stock. Ça, c'est zoomé out. Là. C'est une vue de haut. Le calcul du revenu, ça a l'air bien simple, mais c'est parce qu'on le regarde de haut. Si on le zoome, puis on regarde d'un peu plus proche, il y a du détail. Donc, il va falloir passer à travers ça aujourd'hui pour voir un peu la structure. Qu'est-ce qui rentre dans un calcul de revenu? Même chose pour un calcul de revenu imposable, puis même chose pour un calcul d'impôt. Une fois zoomé, un peu plus de choses à voir. Vous comprenez l'esprit de ce qu'on va faire? Dernière chose, à titre d'introduction, parce que je suis toujours dans l'introduction. Je vais être clair par rapport à ça. Si vous me dites, le calcul du revenu, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Là, je fais tout le temps je vous redis la même blague. Là, ben, on va regarder de plus proche, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ton revenu, si tu le regardes de plus proche, tu vas voir plein de choses. OK? Mais c'est pas si compliqué que ça. Ça va s'expliquer. Vous l'avez déjà vu. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rentre dans le calcul du revenu. Puis qu'est-ce qui entre dans le calcul du revenu imposable, section verte, puis qu'est-ce qui rentre dans le calcul de l'impôt, section rose. Mais juste le qu'est-ce qui rentre. On n'aura pas à le calculer, ces fameuses composantes-là. Ça ici, c'est comme la table des matières de votre calcul de revenu. Quand vous regardez un livre, puis vous regardez la table des matières, vous voyez toutes les composantes du livre. Mais tant que vous avez le nez dans la table des matières, vous ne savez pas chacune des sections de quoi elle est remplie, puis qu'est-ce que ça va vous dire, ce livre-là. Vous avez juste une vue d'ensemble des composantes du livre. C'est la même chose ici. Quand je vais vous dire que dans le revenu, il faut inclure le revenu d'emploi, ben, je m'arrête là. Vous allez me dire, oui, mais Nicolas, c'est quoi du revenu d'emploi? Qu'est-ce qui est imposable? C'est quoi les avantages imposables? Comment on les calcule? C'est quoi qui est déductible dans le calcul du revenu d'emploi? Minute, papillon, on ne verra pas ça aujourd'hui, là. On a 9 heures prévues cette session-ci pour étudier la composante revenu d'emploi. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça, là. Moi, je fais juste te dire qu'aujourd'hui, le revenu d'emploi, ça fait partie de ton revenu. Sans plus. Quand je vais te dire que le revenu d'entreprise, ça fait partie de ton revenu, tu vas me dire, ouais, mais Nicolas, c'est quoi du revenu d'entreprise? C'est quoi qu'il faut imposer? C'est quoi les déductions? Hey, minute, papillon. On a 9 heures là-dedans, en fiscalité 2. On va passer à travers tout ça, les calculs de revenu d'entreprise. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que du revenu d'entreprise, une fois calculé, tu devras mettre son résultat ici, dans le revenu. Et ainsi de suite. Les gains en capital, les pertes en capital. On va parler de plein de choses, mais de façon sommaire, juste dans le but de savoir qu'est-ce qui rentre dans le calcul du revenu puis comment c'est présenté. Mais surtout pas, c'est surtout pas aujourd'hui, en 1 heure, qu'on va approfondir chacune de ces composantes-là. Donc, si on regarde une par une les composantes, commençons par le bleu. Qu'est-ce qui rentre dans le calcul du revenu? C'est l'article 3 dans la loi qui nous le dicte. Essentiellement, il faut prendre, certaines sources de revenus sont à 3A, on va les voir. Le gain capital est regroupé à 3B, c'est l'article 3, mais c'est pas important pour vous l'article 3. Là, le tableau est très... Quelqu'un qui aurait ce tableau-là à l'examen, dans ses feuilles d'annotation, oh boy, la structure est assez... ça serait utile. Il y aurait sa carte routière avec lui. Libre à vous.
3C, c'est l'endroit où on va pouvoir prendre des déductions dans le calcul de notre revenu. Donc, il y a certaines dépenses dans la vie qui font chuter notre revenu. On appelle ça des dépenses déductibles. Et à 3D, c'est l'endroit où on va mettre les pertes qu'on a réalisées dans l'année. Donc, les pertes, c'est le contraire des revenus. Certaines activités dans l'année nous ont été rentables. Donc, on a tiré des revenus de ces activités-là. Mais les mêmes activités peuvent générer des pertes qui seront déductibles à 3D. On prend chacune de ces composantes-là une à une. Donc, je vous rappelle qu'on est dans la section bleue, qui s'appelle le calcul du revenu. En passant, plusieurs synonymes dans le jargon là, à cette fameuse section bleue-là. Il y en a qui appellent ça le revenu net, il y en a qui appellent ça le revenu net fiscal. C'est tous des synonymes. Là. Ça veut dire la section bleue. Puis le législateur, il est clair dans ses termes, c'est le revenu. Mais même sur un formulaire d'impôt, il y a une ligne, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, la ligne 236, ça s'appelle revenu net. Ben, c'est un synonyme de revenu. C'est la même chose. Vous avez remarqué que les sources de revenus sont toutes séparées. J'ai deux. Vous avez remarqué que les sources de revenus sont toutes séparées distinctement. Pourquoi c'est important dans un rapport d'impôt de ligne par ligne, distinguer la nature des revenus? Pourquoi on ne met pas ça tout pêle-mêle? Avez-vous une idée? C'est quelqu'un qui fait 100 000 de revenus d'emploi puis 60 000 de revenus d'entreprise. Vous comprenez que ça va être très important de lui écrire 100 000 ici comme revenu d'emploi puis 60 000 de revenus d'entreprise. Mais pourquoi il faut séparer ça? Qu'est-ce que ça ferait si on marquait au total 160 000 de revenus? Mais au niveau quantitatif, on arriverait exactement au même résultat. Pourquoi il y a un effort ici, puis nous aussi en classe, on va faire l'effort, puis à l'examen aussi, il va falloir faire l'effort de les distinguer source par source. Avez-vous une idée? Pourquoi c'est important de faire ça? Puis dans un rapport d'impôt, c'est pareil. Oui? Ouais, voilà. Pour les compagnies, en tout cas, pas pour les particuliers, mais pour les compagnies, le taux d'impôt n'est pas le même. Une compagnie ne paye pas le même taux d'impôt sur son revenu d'entreprise, à titre d'exemple, qu'elle paye sur son revenu de bien, qui est synonyme de revenu de placement. On en parlera tout à l'heure. Je vous donne du revenu de bien, là, ça peut être du revenu d'intérêt, par exemple. Ben, juste pour vous donner un ordre de grandeur qui est frappant, une compagnie paye 35% sur son revenu d'intérêt, puis elle paye 11% sur son revenu d'entreprise. Fait que vous imaginez comment c'est important qu'elle connaisse chacune de ses sources de revenus distinctement. On ne peut pas se permettre de mêler ça. Pour les particuliers, par exemple, je vous accorde que on fait la distinction quand même, là, mais elle prend tout son sens dans l'impôt des sociétés. Cette fameuse distinction-là. Donc, on vous explique ici en mots les principales sources de revenus qu'on doit inclure à 3A. Je vais vous les montrer de façon plus visuelle. Là. Je ne tiens pas à vous les lire. Ça ici, toutes ces images-là, c'est pas besoin. C'est des print screens, comme vous pouvez voir, là, pardon, des saisies d'écran de la loi de l'impôt. C'est pas important vraiment pour vous, là. Mais on voit un peu la table des matières. Quand je vous parlais de la table des matières d'un livre, ben ça, c'est la table des matières d'un livre qui s'appelle la loi de l'impôt. Est-ce que vous reconnaissez les sections? Tu sais, par rapport à mon dessin de tantôt, là. Il y en a qui disent des fois, là, hey Nicolas, c'était cœurant ton dessin. Je trouve tellement que t'es brillant comme professeur, tu sais vulgariser avec des images, quelque chose de compliqué. Puis là, les gens me vendent, puis tout ça. Je l'accepte, mais j'ai rien inventé. Là. Regardez, j'ai pris la table des matières qu'il y avait là, puis j'ai mis de la couleur dessus. J'ai rien inventé, moi, là. C'est dans la loi que c'est écrit que la section A, c'est l'assujettissement. Mon tableau, il écrit ça. C'est dans la loi que c'est marqué que la section B, c'est le calcul du revenu. Moi, j'ai mis du bleu par-dessus ça. C'est dans la loi que c'est écrit que la section C, c'est le calcul du revenu imposable, puis que la section E, c'est le calcul de l'impôt. J'ai rien mis des couleurs par-dessus ça. Vous voyez que j'invente rien, je fais juste reproduire ce qu'on retrouve dans la loi. Ici, vous avez la fameuse article 3, mais qui, cette fois-ci, est vraiment textuellement pris dans la loi. C'est pas important de lire ça pour vous. C'est beaucoup plus simple de le comprendre à l'aide du tableau que je vous ai visualisé. Donc, si on prend chacune des composantes, ici, si on isole 3A, le calcul du revenu, vous les avez ici. Donc, 3A, je le répète, puis là, je vais demander qu'est-ce que vous en pensez, là, je vais vous faire participer. Donc, là, à 3A, c'est l'endroit où le législateur demande d'inclure toutes les sources de revenus gagnés dans l'année. D'accord? Alors que 3B, je le répète, puis le petit bleu, il va descendre, là.
Le zoom bleu va descendre sur B, va descendre sur C, va descendre sur D. 3B, c'est les gains capital qu'on a fait dans l'année. 3C, c'est les déductions auxquelles on a droit dans l'année. Puis 3D, c'est les pertes qu'on a subies dans l'année. Je reviens à 3A. 3A, c'est l'endroit où le législateur vous demande d'inclure toutes les sources de revenus que vous avez gagnées dans l'année puis qui jugent imposables. En connaissez-vous, vous, des sources de revenus? Pensez à votre vie, pensez aux gens qui sont autour de vous, pensez un peu à ce que vous connaissez du monde des affaires. Quelles sont les principales sources de revenus que vous savez que si on fait ça dans la vie, ces revenus-là, va sûrement falloir inclure ça dans notre rapport d'impôt à la fin de l'année. Un salaire. Salaire qu'on pourrait appeler revenu d'emploi, qui est plus englobant, parce que le revenu d'emploi, ça englobe ton salaire, mais ça va aussi englober différents avantages imposables qu'un employeur pourrait t'accorder. Vous savez qu'un employé peut se faire rémunérer sous forme de salaire, oui, mais il y a plein d'autres façons de rémunérer un employé. Tu peux lui fournir une automobile, tu peux lui fournir des options d'achat d'actions, tu peux lui faire un prêt d'argent à taux d'intérêt réduit ou nul, tu peux le couvrir d'assurance vie, On va tout voir ça en temps et lieu. Fait que le revenu d'emploi, c'est plus englobant comme terme. Donc, on va parler de revenu d'emploi. Revenu de charge et d'emploi, là, c'est des synonymes. On parle de revenu de charge, on va éliminer ça, cette ligne-là. On va appeler ça du revenu d'emploi. Autre chose dans la vie qu'on fait qui est probablement imposable? Les revenus de placement. Vous pouvez m'en nommer quelques-uns en termes plus précis? Pardon? Ouais, mais c'est quel revenu on tire de la bourse? Intérêt. Ensuite? Revenu de dividende. Un intérêt, vous savez que c'est payé quand on a fait un prêt d'argent à quelqu'un, on est rémunéré en intérêt. Alors que si on investit plutôt notre capital, au lieu de l'investir sous forme de prêt, si on l'investit sous forme d'action, mais la rémunération du capital investi va plutôt être sous la forme d'un dividende. Donc un intérêt, ça rémunère un prêt d'argent, alors qu'un dividende, ça rémunère un investissement en action. Autre chose? Intérêt, dividende? Revenu de location, on peut détenir un bien locatif, un immeuble locatif, pour encaisser des revenus de loyer. C'est les trois principales. Excellent. Le législateur a utilisé un terme revenu de bien. J'aurais aimé ça qu'il appelle ça du revenu de placement, ça aurait été plus parlant. Lui, il a appelé ça du revenu de bien. Donc, comprenez le revenu de bien comme étant des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes, des revenus de location. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces revenus-là? Ils sont passifs. Des revenus de bien, le mot-clé pour les retenir, c'est que c'est des revenus passifs. Ça ne demande aucun effort, puis ça ne demande aucune expertise. Le pire des idiots est capable de faire du revenu de bien. Un singe peut faire du revenu de bien. Donne-lui un placement en action, Christy, il va toujours bien encaisser les dividendes. Pas besoin d'être intelligent, puis pas besoin d'être compétent, puis pas besoin de travailler fort. C'est passif. Contrairement à du revenu d'emploi, on peut-tu dire que c'est passif du revenu d'emploi? Tu gagnes ça sans effort? Bien sûr que non. Du revenu d'entreprise, c'est pas passif. Faut que tu l'opères ton entreprise, ou sinon, faut que tu sois drôlement brillant pour qu'elle fonctionne tout seul. Tu sais, ça prend une expertise, ça prend des efforts, mais du revenu de bien, là, très passif. OK, donc on impose le revenu d'emploi, on impose des revenus de placement. Le vrai terme, c'est des revenus de bien, parce que le revenu provient d'un bien. C'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Ton placement d'obligation, c'est un bien, donc quand il génère de l'intérêt, c'est un revenu provenant du bien. Un placement en action, c'est un bien. Donc, quand ça génère des dividendes, c'est un revenu provenant d'un bien. Un immeuble locatif, c'est un bien. Donc, quand ça rapporte des loyers, c'est un revenu provenant du bien. Voilà pour ça. Autre chose qu'on fait dans la... Hey, c'est juste ça d'imposable dans la vie? Du revenu d'entreprise. Donc, dans la vie, certaines personnes ont décidé de ne pas avoir d'emploi. Certaines personnes ne font pas de revenu de placement et pourtant gagnent très bien leur vie. Un autre type de revenu qu'on peut décider d'exploiter puis de gagner, c'est du revenu d'entreprise. Donc, une coiffeuse qui est à son compte puis qui fait 80 000 de coupe de cheveux dans l'année, moins 20 000 de dépenses, disons, ben, elle va s'imposer sur 60 000 de revenu d'entreprise. C'est pas du revenu d'emploi, ça. Elle n'a pas d'employeur qui l'embauche. C'est pas du revenu de placement non plus, rien de passif là-dedans. C'est du revenu d'entreprise. Donc, fait qu'effectivement, le revenu d'entreprise, c'est une autre source de revenu qui est imposable. Ce sont les trois principales. Le législateur a pris la peine de les identifier séparément. Le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise et les revenus de biens, les revenus de placement. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qu'on a toutes regroupés dans un fourre-tout puis qu'on a appelé revenus d'autres sources. Il n'y a pas juste trois sources de revenus imposables dans la vie, là. Juste donner un indice. Vous avez l'air à être un peu... soit vous avez des mauvais réflexes ou vous êtes gêné, là. Pensez-vous que dans la vie, aucun revenu est imposable, puis qu'à la pièce, il y en a peut-être quelques-uns qui sont imposables, ou le contraire? Que tout est imposable, puis que peut-être à la pièce, on va en trouver qui ne sont pas imposables. Et encore là, bonne chance. Hop, je l'ai dit.
Tout est imposable. Fait que connaissez-vous du monde dans la vie qui gagne autre chose que du revenu d'emploi, du revenu d'entreprise, puis du revenu de placement? Pardon? Un bien-être social. Quelqu'un qui est sur le bien-être social, il va encaisser un chèque de l'assistance sociale. On va l'inclure, mais on va l'enlever après. Le but étant que cette personne-là ne paye pas d'impôt sur son bien-être social, mais ça va faire partie des autres revenus à ce stade-ci, oui. Le congé parental, quelqu'un qui est sur le congé parental puis qui encaisse des chèques du régime québécois d'assurance parentale. Quelqu'un sur l'assurance emploi, qui encaisse des chèques d'assurance emploi. Vos parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents? Vous êtes moins âgés que moi, mais vous. Qu'est-ce qu'ils font, vos parents? Rendus à 65 ans, 70 ans, ils travaillent plus, ils n'ont plus de business, ils n'ont pas tout de déplacement, ils vivent de quoi? Des revenus de retraite. Donc, ils peuvent vivre de la pension de la sécurité de la vieillesse, qui est versée par le fédéral. Ils peuvent vivre de la Régie des rentes du Québec, qui est versée par la Régie des rentes du Québec. Ils peuvent vivre de leur retrait REER. Ils ont peut-être des REER, ils font des retraits. Tout ça est imposable. Et beaucoup d'autres. Des pensions alimentaires. Tu reçois une pension alimentaire de ton ex, ça se met là. Donc, tout ce qui est autre que emploi, entreprise et biens. Dans certains cas, les pensions alimentaires pour ex-conjoints sont imposables. Si c'est pour l'enfant, elles ne le sont pas. On va reparler de ça. Donc, si je vous montre. Donc, si on regarde ça de plus proche, le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise, le revenu de biens, les revenus d'autres sources. Et là, regardez, 3A, je les zoomais encore plus. Qu'est-ce que vous remarquez? Les principales sources de revenus sont encore là. Revenu d'emploi, revenu d'entreprise, revenu de biens, revenu d'autres sources. Mais j'ai encore plus grossi. C'est ça une Google Map. Quand tu grossis, tu vois du détail. Qu'est-ce qui apparaît maintenant? Chacune de ces sources de revenus-là, quand on va les étudier, c'est pas tout de suite qu'on va les étudier. Vous allez remarquer que chacune en soi constitue un mini-état des résultats. Pour ceux qui ne sont pas comptables dans la classe, un état des résultats, c'est des revenus moins des dépenses. Donc, si tu veux trouver du revenu d'emploi, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, mais vous allez voir qu'il y a deux étapes. Premièrement, il faut trouver les inclusions au revenu d'emploi. Qu'est-ce qui augmente mon revenu d'emploi? Puis aussi, on va trouver des dépenses qui sont déductibles du revenu d'emploi. Donc, si par exemple, vous êtes salarié, vous faites 80 000 de salaire, plus auto fourni, c'est un avantage imposable, une auto fournie. On verra la formule. Ça dépend de la qualité de l'auto qu'on te fournit. Ben, mettons 20 000 l'avantage imposable parce qu'on te fournit une auto. Ben, dans la case ici, inclusion, tu vas mettre quel chiffre? 100 000. Parce que tu as eu 80 000 de salaire, puis tu as eu un avantage imposable sous forme d'auto. 100 000. Ça veut-tu dire que ton revenu d'emploi, à la page précédente, on va mettre 100 000? Ben non. Ton revenu d'emploi, lui, va être abaissé par des dépenses déductibles. Donc, un employé, s'il encourt des dépenses pendant son travail, de sa poche, là, il est obligé, par exemple, d'aller coucher à l'hôtel à ses frais, parce que son employeur l'envoie tout le temps sur la route. Donc, l'employé paye des hôtels à ses frais, paye des restaurants à ses frais. Dans certains cas, ça va être déductible. Donc, admettons qu'il y en a pour 6 000 de dépenses déductibles, 100 moins 6, on va mettre 94 000. Le revenu d'emploi va être de 94 000. C'est la même chose pour le revenu d'entreprise. Je ne vous surprends pas si je vous dis qu'une pizzeria qui vend 200 000 de pizza, elle ne s'impose pas sur 200 000. C'est le chiffre d'affaires, ça. Vous devinez bien qu'il y a des dépenses déductibles. L'achat du fromage, l'achat de la pâte, la sauce, payer le cuisinier, payer le loyer du restaurant. Fait que s'il y a 200 000 de vente de pizza, puis j'ai 160 000 de dépenses, ben je m'impose sur 40. C'est ça mon revenu d'entreprise. Le revenu de bien, c'est la même chose. C'est plus dur à penser, c'est plus dur à imaginer, mais c'est la même chose. Si je gagne du revenu de loyer, 20 000, parce que mes locataires me versent des loyers pour 20 000, j'espère que vous ne pensez pas qu'on s'impose sur 20 000. Il y a des dépenses déductibles à l'encontre de ça. Tous les coûts relatifs à l'immeuble, l'entretien de l'immeuble, l'assurance de l'immeuble, le chauffage de l'immeuble, si c'est à la charge du propriétaire. Les concierges qu'il faut payer, il faut faire la toiture, on fait repeinturer. Le propriétaire, il y a plein de dépenses dans l'année pour son bloc appartement. Ça devient déductible. Donc, si on a 20 000 de revenus de loyer puis on a 12 000 de dépenses, ben on s'impose sur 8. C'est ça le revenu de bien. Et les revenus d'autres sources, elles, ils n'ont pas de déduction. C'est vraiment des inclusions brutes. T'as encaissé de l'assurance emploi, tu t'imposes. T'as encaissé de la Régie des rentes du Québec, tu t'imposes. T'as encaissé des retraits REER, tu t'imposes. Sans plus. Qu'est-ce qui arriverait? Je vais prendre un exemple ici. La pizzeria.
Je vous ai dit, on fait 200 000 de vente de pizza, puis j'ai 160 000 de dépenses. OK? Donc, on s'impose sur 40. Imaginez que l'année suivante, je vends encore 200 000 de pizza, mais cette fois-ci, j'ai 250 000 de dépenses. Tu sais, le coût de la pâte a augmenté, le coût du fromage a augmenté, le coût de la sauce a augmenté, puis j'ai oublié d'augmenter le coût de mes pizzas, le prix de vente de mes pizzas. Fait que je me ramasse avec 200 000 de vente, 250 000 de dépenses. En tant que bon comptable, vous appelez ça comment, ça? Une perte. Une perte de 50 000. Donc, à 3A, qui est l'endroit où on doit imposer les revenus, vous allez mettre quoi? Il y en a-tu du revenu d'entreprise? Il n'y en a pas. C'est zéro. Tu n'as pas de revenu d'entreprise. C'est le contraire. Tu as une perte d'entreprise. Et les pertes, ça se place à 3D. Donc, ça m'amène à vous parler tout de suite de la linéa 3D, qui est le miroir de la linéa 3A. Si à 3A, on vous demande de vous imposer sur du revenu d'emploi, ben à 3D, on vous permet de déduire, le cas échéant, des pertes d'emploi. Si à 3A, on vous demande de vous imposer sur du revenu d'entreprise, car c'est rentable, à 3D, on vous permet de déduire de votre revenu vos pertes d'entreprise. Donc, toutes les pertes se retrouvent à 3D, qui est le miroir parfait de 3A et qui prévoit des déductions. Au lieu de prévoir des inclusions, c'est le contraire, c'est le miroir, il prévoit des déductions dans le contexte où il y aurait des pertes avec chacune de ces sources de revenus-là. Un immeuble locatif, c'était quoi ma petite histoire d'immeuble locatif? 20 000 de revenus de loyer, puis combien de dépenses? 12 000? Admettons que le toit coule plus que je pensais, puis que ça va archi mal mes rénovations, puis je me ramasse avec 24 000 de dépenses sur mon bloc. 20 000 de loyer, 24 000 de dépenses. J'espère que vous ne dites pas que c'est du revenu de bien. On a perdu 4 000 dans l'année. Donc, si tu perds de l'argent, tu peux le déduire. Ça fait chuter ton revenu fiscal. Et ces déductions-là à 3D vont pouvoir éponger, s'appliquer contre d'autres sources de revenus. Donc, au net, votre revenu va être amoindri. Je vais mettre une chose au clair. Une perte d'emploi, ça se peut pas. Okay? Dans la loi, on l'a prévu parce qu'on a fait un miroir parfait, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, une perte d'emploi. Une perte d'emploi, ça voudrait dire que dans une année, tu gagnes 100 000 de salaire puis tu as 105 000 de dépenses. Lâche ta job. Là. Arrête, là. Tu te lèves pour rien. Arrête, là. T'sais, le commun des mortels ne supporterait pas ça, d'avoir plus de dépenses que de salaire pour aller se lever le matin pour aller travailler. Donc, dans la vie de tous les jours, on ne voit jamais ça, quelqu'un qui vit ça. Là. Ça n'a aucun sens. Parce que le revenu d'emploi, par définition, c'est une source de revenu qui est sûre. Tu n'as pas de risque. C'est sûr que tu vas faire de l'argent avec ça. C'est la rémunération de ton temps. Alors que du revenu d'entreprise, c'est beaucoup plus incertain. Des fois, c'est rentable, d'autres fois, ça ne l'est pas. Ça, c'est possible. C'est bon? Donc, ça fait le tour pas mal de ce que je voulais vous discuter par rapport à 3A. On va passer sous peu à la linéa 3B. Il y a une chose qui me reste à vous dire, qui est super importante, mais je pense que vous l'avez vu dans les capsules vidéo. Là. Il y a une source de revenus là-dedans, dans tout ce qu'on a nommé, là, qui est assez bizarre. Bizarroïde. Qui demande une imposition particulière. Je vais vous donner un indice. Tu encaisses 100 $, tu t'imposes sur 138. Il y a un mot à dire sur les revenus de dividendes. Je reviens sur mes pas. Donc, quand on parle du revenu de bien, je vous ai dit, il y a 3 sources de revenus importantes. C'est écrit dans le volume. Revenu d'intérêt, revenu de dividende, revenu de location. Vraiment, là, il faut que je vous parle du revenu de dividende. Les autres ne méritent même pas que j'en parle. Là. OK, je vais en parler pareil. Tu encaisses 100 $ de revenu d'intérêt, tu t'imposes sur 100 $. Fini. Revenu de location, on en a parlé. Tu encaisses 20 000 de revenu de location, tu as 16 000 de dépenses sur ton bloc appartement, tu t'imposes sur 4. Ou à l'inverse, tu as 20 000 de revenu de location, tu as 32 000 de dépenses, tu fais 12 000 de pertes, tu déduis 12 000. Ça, c'est l'intérêt location, c'est facile. Les revenus de dividendes, c'est un peu bizarre, il y a une majoration. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi de vous expliquer la logique de cette majoration-là parce qu'elle s'explique, cette logique-là, par un crédit d'impôt qu'on va voir dans le sujet 7. Puis par tout un grand principe qui s'appelle le principe d'intégration qui peut être compris quand on est plus mature au niveau fiscal. Fait qu'au cours 3, là, on n'est pas outillé pour commencer à discuter de ça. Fait que je suis obligé de vous demander bêtement d'apprendre par cœur, sans trop poser de questions, en me faisant confiance encore une fois, que les revenus de dividendes, avant de les inclure à 3A, il faut les majorer.
soit de 18% ou soit de 38%. Il y a deux types de majoration, dépendamment du nom que porte le dividende. Donc, un dividende, ça peut porter deux noms, puis ça va être donné dans tous les énoncés. À l'examen, ça va être donné. Je vais vous dire, Jean-François a encaissé dans l'année un dividende déterminé de 100 $. Ben, toi, à 3A, quel chiffre tu dois mettre? 118. Tu dois majorer les dividendes déterminés de 18% avant de faire l'inclusion à 3A. Et si je vous dis à l'examen, Jean-Sébastien a encaissé dans l'année... Ah, est-ce que je suis tout fait à l'envers? Excusez-moi, 38%, oui, c'est ça que tu allais me dire. Ça va mal, ben, je l'aurais raté l'examen, ça peut faire des erreurs. Ma feuille d'annotation, je suis allé trop vite. Donc, on imposerait 138 $ pour les dividendes déterminés, je m'excuse. Et si on disait Jean-Sébastien a encaissé dans l'année 1000 $ de dividendes qui ne se qualifient pas de dividendes déterminés, ben, tu dois imposer 1000 majoré par 18%, donc 1180. Ça va être clair comme ça. Tout ce que tu as besoin d'apprendre, c'est les deux types de majoration qui vont avec les deux noms de dividendes. Encore là, si tu me dis, ouais, mais Nicolas, peux-tu m'expliquer c'est quoi un dividende déterminé? Non, je ne vais pas t'expliquer c'est quoi. Ça va être écrit dividende déterminé de 100 $. C'est à la fin de fiscalité 3, imagine, que tu vas être capable de comprendre la différence entre quand est-ce qu'une société verse un dividende déterminé et quand est-ce qu'une société verse un dividende autre que déterminé à ses actionnaires. Donc, ça prend faut tout avoir la connaissance au niveau de l'impôt corporatif. Oui? C'est ça se résume pas mal dans le tableau qui est à la page suivante. Vous avez raison, madame. Mais à l'examen, je ne jouerai pas trop sur ces nuances-là. Là. Donc, à l'examen, je vous annonce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir un dividende imposable d'une société canadienne imposable. Puis, je vous annonce qu'il va s'appeler clairement dividende déterminé ou autre que déterminé pour que moi, je teste. Êtes-vous capable d'appliquer la bonne majoration? Il y en a qui... Savez-vous, il y en a... Qu'est-ce qu'ils font à l'examen avec ça? 100 $ de dividende déterminé, ils font fois 50%. Donc, ils confondent avec le gain capital. T'sais, on en est là. Il y en a pour qui c'est bien compliqué tout ça. Là. Fait que moi, je veux juste vous dire, je ris pas, là, ça peut arriver, confusion. Mais un revenu de dividende, à ne pas confondre avec un gain capital, on y arrive à la notion de gain capital. Un revenu de dividende, il faut juste appliquer la bonne majoration. Bon? Des questions par rapport à ça? Donc, on résume rapidement. 3A, le revenu d'emploi, net des dépenses. Vous comprenez ce que je veux dire? Net des dépenses déductibles. Le revenu d'entreprise, net des dépenses déductibles. Tout le monde comprend? Le revenu de bien, intérêt, revenu de dividende majoré, puis le revenu de location, net des dépenses déductibles. Tout le monde comprend? Je vais juste résumer, là. Et les revenus d'autres sources, qui englobent plein de choses qu'on va étudier en temps et lieu, qui sont imposables. 3B maintenant. Y a-t-il d'autres choses dans la vie, d'après vous, qui est imposable, autre que tout ce qu'on a discuté? Y aurait-il d'autres actions dans la vie, d'autres gestes qui feraient de nous, qu'on s'enrichit, et sur lesquels on serait probablement imposable, autre que tout ce qu'on vient de discuter, toutes les sources de revenus qu'on vient de discuter à 3A? Ouais, la loterie nous enrichit, mais ça, c'est pas imposable. C'est pas imposable, non. Les gouvernements ont toujours fait le choix de ne pas imposer les gagnants à la loterie. Monsieur? La vente d'une maison qui a pris de la valeur. Un don qu'on aurait reçu. Qui reçoit des dons dans la classe? Moi, comment vous faites? Par exemple, quand un parent ou un frère voulait une immobilisation. OK, un legs, par exemple, reçu au décès. Non, ça, c'est pas imposable, un legs reçu au décès, parce qu'on dit que c'est pas un revenu, c'est une transmission de capital. Juste pour vous expliquer le raisonnement, là, c'est quand quelqu'un décède, là, il a tout payé son impôt. Donc, sa richesse, elle est après impôt. Lorsqu'on vous la transmet, c'est pas de nouveau imposable. C'est de l'argent qui a déjà été imposé, puis c'est le résiduel, après tout impôt payé par le décédé, qui vous est transmis. Donc, ça, on juge que ça n'a pas à être imposé pour vous qui le recevez. Autre chose? Ben, vous avez raison, la vente d'une maison à profit, quelqu'un a dit ça, oui, c'est vrai que c'est imposable. On peut être plus général? Est-ce que juste la vente d'une maison à profit qui est imposable? N'importe quoi. Finalement, c'est la notion de gain en capital que j'essaie de vous amener. Donc, n'importe quelle immobilisation, ça englobe une maison, mais ça englobe beaucoup d'autres choses, une immobilisation. N'importe quelle immobilisation que tu aurais achetée et que tu revendrais avec un profit,
Ce profit-là, on appelle ça du gain capital. Et du gain capital en fiscalité, c'est imposable. On a décidé, au niveau politique, d'en imposer seulement la moitié. Donc, à ce stade-ci, c'est en 2014, c'est 50% du gain capital qui est imposable. Ça n'a pas toujours été 50%, ça a déjà été d'autres fractions. Il y a des années où on imposait 75% du gain capital, il y a des années où on imposait 66% du gain capital. Ça change, ça, au gré des gouvernements et au gré des politiques fiscales. Mais ce temps-ci, là, depuis 2001, ça fait plus que 10 ans que ça n'a pas bougé, on impose 50% du gain capital. Donc, c'est cette notion-là qu'on va aller voir, la notion de gain capital. Quel est le miroir d'un gain capital? Donc, si on impose l'enrichissement que je fais parce que je vends une immobilisation en profit, quel est le contraire qui pourrait très bien m'arriver? Vendre une immobilisation à perte. Donc, si le fait de vendre une immobilisation à profit est une action imposable, vous devinez que le fait de vendre une immobilisation à perte va être un geste déductible. Donc, les pertes en capital vont être déductibles contre les gains capital pour imposer seulement votre enrichissement net. Ça serait bête de t'imposer sur un gain, puis que tu lèves la main en disant « Oui, mais j'ai fait une perte sur une autre immobilisation », puis qu'on dise « Non, non, je veux même pas le savoir, je t'impose sur tes gains. » Ouais, mais si tu t'es appauvri sur d'autres transactions, ça serait important qu'un éponge l'autre. Et c'est le cas. Donc, on va entrer dans le monde du gain capital pour vous montrer comment on traite ça. Donc, ce qu'on appelle le gain capital, c'est tout simplement un calcul très simple, produit de disposition moins PBR. C'est des termes définis, là. Le produit de disposition, c'est le prix que tu as vendu, ton immobilisation, et le prix de base rajusté. C'est un nom archi compliqué pour dire le prix que tu l'avais payé, le coût d'origine. Donc, tu fais prix de vente moins coût d'origine de ton immobilisation. Et si tu dégages un profit, on appelle ça un gain capital. Si tu dégages une perte, on appelle ça une perte en capital. Et tu dois fractionner ça par 50%. Une fois que c'est fractionné, on obtient ce qu'on appelle du gain en capital imposable ou une perte en capital déductible. Vous voyez que le terme a changé? Avez-vous remarqué? Il faut être attentif en fiscalité. Donc ici, c'est quoi qu'on inclut à 3B? Là, c'est zoomé out, là, les détails ne sont plus là. C'est le gain en capital imposable. Donc si je vous dis à l'examen, Joe Tremblay a vendu une immobilisation. Il a fait un gain capital de 300 $. Calculez son revenu. Quel chiffre allez-vous mettre à 3B? 150? Bonne réponse. Moi, je vous donne le gain capital, et vous devez mettre le gain capital imposable. Fait que vous devez faire x 50%. Un petit peu plus loin à l'examen, je vous dis, Suzy Drolet a vendu une immobilisation dans l'année. Elle a fait un gain en capital imposable de 400 $. Veuillez calculer son revenu. Qu'est-ce que vous allez mettre à 3B dans le rapport d'impôt de Suzy? 400 $. Tout le monde a compris? Parce que dans l'énoncé, qu'est-ce que je vous ai donné? Le gain en capital imposable. Donc, il est déjà fractionné. Alors, fractionne-le pas une deuxième fois. Fait que faites attention à ça. Je ne m'amuserai pas à vous mêler, mais c'est ça pareil. OK, ici, on a de façon... vous avez vu ici, là, l'alinéa 3B, il y a pas mal de détails, là. On dit que c'est un petit, moins deux petits, tatata. Je vous lirai pas ça, là, c'est un peu indigeste. Je vais plutôt vous le symboliser avec un tableau, encore une fois. Fait que si on regarde de plus près l'alinéa 3B, dans le fond, ce qu'on retrouve, c'est des boîtes. D'accord? 3B dit, tu dois t'imposer sur l'excédent de ta première boîte. C'est des chiffres qui vont aller dans les boîtes, vous comprenez? C'est l'excédent de la première boîte sur la deuxième boîte. Donc, dans la première boîte, on va regrouper tous tes gains capital, imposables bien sûr, à 50%. Puis dans la deuxième boîte, on va regrouper toutes tes pertes en capital déductibles. Puis un moins l'autre va donner ton gain en capital imposable. Je mets un chiffre au hasard. La première boîte, quand vous regroupez tous les gains capital imposables dans l'année, réalisés dans l'année, vous arrivez à 300 $. Donc, les gains en capital imposables sont de 300 $, fractionnés, vous comprenez? Des pertes en capital déductibles, donc fractionnées, j'en ai pour 200 $. Donc, quel chiffre au net va apparaître à l'alinéa 3B? Donc, le résultat de toute ma section verte va donner 300 moins
Moi-même, j'ai oublié 100. 300 moins 200 va ressortir de tout ce calcul-là 100. Si je vous disais cependant, première boîte, j'ai des gains en capital imposable pour 300. Deuxième boîte, j'ai des pertes en capital déductible pour 500. Qu'est-ce que vous allez mettre comme résultat à l'alinéa 3B? 0. 0. Parce que ce que vous avez le droit de les pertes en capital déductible, elles ont le droit d'éponger des gains en capital imposable seulement, pas plus. Donc, si tu fais 300 de gains en capital imposable, puis tu fais 500 de pertes en capital déductible, sais-tu qu'est-ce qui arrive avec tes 500 de pertes en capital déductible? Il y en a 300 qui épongent tes gains, puis les 200 autres servent à rien cette année. Ils vont s'en aller dans une banque, on en reparlera plus tard, puis ils pourront être utilisés dans d'autres années contre d'autres gains en capital. Mais cette année, il y en a juste 300 qui servent. Parce que quelqu'un qui mettrait moins 200, qui les prendrait toutes les pertes, puis qui afficherait moins 200, en bout de ligne, en finalité, il s'appliquerait contre quoi ce 200 $-là de perte qui est excédent des gains? Il se trouverait à annuler quel type de revenu? Quelqu'un qui met moins 200 à 3B, il se retrouverait à éponger des éléments qu'on a mis à 3A. Donc, tu te ramasserais à prendre 200 de pertes en capital déductible excédentaire, appelons-les comme ça, qui excèdent les gains, puis qui amoindrirait ce que tu as mis à 3A. Parce qu'à la fin, on va additionner tout ça, là, le revenu 3A plus 3B, moins 3C, moins 3D, tout ça va se cumuler. Fait que c'est impossible qu'une perte en capital déductible puisse éponger d'autres natures de revenus. La seule utilité que peut avoir une perte en capital déductible, c'est d'annuler du gain en capital imposable. Sans plus. Puis si on n'a pas assez dans l'année, le reste, on l'utilisera dans d'autres années. Monsieur? Ben, de la façon que vous l'exprimez, je ne sais pas exactement comment vous le comprenez dans votre esprit, mais dans la loi, la législation prévoit que le 200 $ de perte en capital déductible qui ne sert pas cette année, par faute de gains suffisants, s'en va dans une banque. Et dans les prochaines années, si on fait du nouveau gain en capital imposable, on pourra ressortir ce 200 $-là de perte et l'utiliser dans le futur contre d'autres gains en capital imposable. C'est reporté. C'est ça. On va voir ça dans le sujet 6. On a un sujet de 3 heures qui s'appelle les reports de perte. On va tout expliquer ça. Mais c'est ce qui va arriver, effectivement. Là, vous allez me dire, ouais, mais Nicolas, là, ici, là, dans 3B, les gains capital imposables, il me semble qu'il y a des détails. Peux-tu le voir de plus proche? Ah ouais, c'est pas assez gros. Non, c'est pas assez gros. OK. Je vais le grossir un petit peu plus. Donc, dans les gains capital imposables, là, il y a des nuances. Ici, on vous demande de regrouper les gains capital imposables qui ont été réalisés sur tous les types d'immobilisation autres que les biens meubles déterminés. Parce que ici, à droite, on va concentrer ensemble et les gains et les pertes qui ont été réalisés sur les fameux biens meubles déterminés. Donc, on va aller voir c'est quoi la définition de ça. Mais quand on parle de vente d'immobilisation, il y a différents types d'immobilisation. Vous allez voir qu'il y a certaines immobilisations qu'on appelle des biens meubles déterminés. Il y en a d'autres qu'on appelle des biens à usage personnel. Et dépendamment de quel genre d'immobilisation on vend, mais le gain ou la perte va se placer dans l'une des boîtes qu'il y a là. Donc, regardez ici. Quand on dit que la vente d'une immobilisation génère un gain en capital ou une perte en capital, oui. Mais le traitement qu'on va apporter au gain, pas le traitement, mais dans quelle boîte allons-nous mettre ce gain en capital-là ou cette perte en capital-là? Ben, ça dépend. Ça dépend de quelle immobilisation tu as vendue. Il y a 3 types d'immobilisation. Les immobilisations standards, qui est l'ensemble le plus large. Un sous-ensemble des immobilisations qu'on appelle les biens à usage personnel. Et un autre sous-ensemble qu'on appelle les biens meubles déterminés.
Donc, quand on achète une immobilisation, c'est très important d'être capable de la classer au bon endroit. Est-ce qu'il s'agit d'une immobilisation standard? Est-ce qu'il s'agit d'un bien à usage personnel? Permettez-moi d'appeler ça un BUP. Ou est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'un bien meuble déterminé? Ben, voyons un peu qu'est-ce que c'est ces expressions-là. Je ne les prendrai pas dans l'ordre parce que c'est plus... ça va être plus facile comme ça, là. Commençons par faire la distinction entre un bien à usage personnel puis une immobilisation qui n'est pas un bien à usage personnel. Bleu et rouge. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est dans votre langue, dans votre compréhension? Une immobilisation qui se qualifie de BUP, bien à usage personnel. Ouais, une immobilisation qui est acquise pour la consommation personnelle. Je vais vous dire ça autrement, OK? Dans la vie, là, quand tu t'achètes une immobilisation, il y a deux choix possibles. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il y a deux choix possibles. C'est soit bleu, c'est soit rouge. Il y a deux réponses possibles. Et la question, comment on va trancher ça, c'est de poser la question suivante. Quand tu achètes une immobilisation, dans quelle intention tu l'achètes? Il y a deux réponses possibles. Je l'achète dans le but de la consommer personnellement, ou je l'achète dans le but de gagner du revenu avec cette immobilisation-là. Fait qu'une immobilisation, elle est soit personnelle, ou soit génératrice de revenus. Avez-vous déjà acheté des immobilisations, vous, dans votre vie? Vous en avez plein les mains. Ton ordinateur, ton chandail, ta montre, ta règle, ton crayon, ma chemise, tout ce que vous possédez, votre auto, votre maison, vos placements, tout ce que vous avez possédé, c'est des immobilisations. Fait que quand tu es allé à la caisse payer ton T-shirt, là, tu as acheté un T-shirt puis tu attends à la caisse, tu te poses la question, hein? Je pense tout le temps à ça, moi. Qu'est-ce que je viens d'acheter là? Un bien à usage personnel ou une immobilisation acquise dans le but de gagner du revenu? Je ne prendrai pas l'exemple d'un T-shirt, là, je vais prendre l'exemple, tu achètes une friteuse. Tu aimes ça, les frites, tu as le droit. Tu vas chez Walmart, tu achètes une friteuse. Ben là, tu attends à la caisse puis tu te poses la question. Tu penses à ça. Qu'est-ce que je viens d'acheter là? Puis là, numéro 5, c'est à ton tour, puis là, tu arrives à la caisse. Ben, moi, je pense que tu t'es acheté un BUP parce que ta friteuse, tu l'as acheté pour des fins personnelles. Vrai? Vrai. La même journée, McDonald's achète une rangée de 8 friteuses pour agrandir leur restaurant puis faire plus de frites. Fait que McDonald's est à la caisse puis attend pour payer. Vous êtes acheté une friteuse qui était bleue. McDonald's, leur friteuse est quelle couleur? Rouge. C'est ou le contraire, là. Excusez-moi, le rouge, c'est le bien usage personnel. McDonald's, c'est bleu. C'est acquis pour gagner du revenu. Ça ne sera pas le même traitement sur le gain capital. Vous comprenez? Donc, ça dépend de... C'est ça un BUP. C'est un bien qui n'est pas acquis pour gagner qui est acquis pour des fins personnelles. Je pense que nous, dans la classe, toutes les immobilisations qu'on a achetées dans notre vie, ce sont tous des BUP. Je pense. À moins que quelqu'un lève la main et dise, non, moi j'ai une entreprise, puis j'ai acheté je sais pas, quelqu'un a peut-être une entreprise, tond des gazons, puis a acheté des tracteurs pour gagner son revenu d'entreprise avec son entreprise de tonte de gazon. J'avoue que ton tracteur serait, dans ton cas, bleu. Mais pour la commune des mortels, quand tu vas t'acheter un John Deere chez Renault Dépôt, c'est un bien usage personnel parce que tu l'achètes pas pour gagner du revenu. Non, une entreprise individuelle, tu peux être un individu qui exploite une entreprise individuellement, comme une coiffure. Oui, nécessairement. Il faut avoir une entreprise génératrice de revenus pour pouvoir acheter autre chose que des BUP, finalement. Quelle est la particularité quand on achète un BUP? Donc, tous les BUP que vous détenez, qu'est-ce qui arrive si vous les revendez? À profit. Ta montre prend de la valeur, ok? Tu achètes ta montre 200$, puis là, sur eBay, il y a une folie, tout le monde veut des montres comme ça, tu réussis à la revendre 250$. Il vient de faire un gain capital en vendant son bien personnel. C'est imposable. Donc, vendre un bien usage personnel à profit, c'est imposable. Qu'est-ce qui arrive si tu fais une perte? Elle n'est pas déductible. Une perte en capital sur la vente d'un bien personnel, on ne veut pas que tu mettes ça dans ton rapport d'impôt parce que tu n'as jamais acquis le bien dans le but de gagner du revenu. Tu as acheté un bien, tu l'as consommé, c'est tout à fait normal et prévisible que tu le revendes à perte. Tu n'as pas à mettre ça dans ton rapport d'impôt. À main levée dans la classe ici, qui a déjà vendu une voiture usagée? Ah non, gardez les mains levées. Gardez les mains levées. À main levée dans la classe, qui a vendu la voiture moins chère qu'il l'avait achetée? Hein, madame? OK. Hey, gardez les mains levées.
Monsieur, vous avez en arrière, vous avez baissé votre main? Est-ce que vous avez vendu votre auto plus cher que vous l'aviez acheté? Même prix? C'est rare, ça. À main levée donc vous avez fait une perte en capital, c'est ça? À main levée, qui a mis cette perte en capital-là dans son rapport d'impôt? Personne. Donc, inconsciemment, vous connaissiez la règle. Sans même la savoir, inconsciemment, vous vous êtes dit, je ne peux pas croire qu'une perte en vendant mon auto personnelle, je peux mettre ça dans mon rapport d'impôt. C'était effectivement la règle du bien meuble déterminé que vous avez correctement appliquée. Mais juste terminer, si quelqu'un revendait son auto plus cher qu'il l'avait acheté, faisait un profit, il serait supposé de s'imposer. Est-ce qu'il le ferait? Je ne le sais pas, mais tu serais supposé. Monsieur avait une question. Non? OK, excellent. Je vais répondre à vous après, madame. Monsieur? Tantôt, on disait que c'était, mettons, un revenu de location, tu déduisais tes dépenses, mais pour l'auto, ça va plus cher, tu déduis tous les entretiens puis les réparations de la Non, tu déduis rien. C'est tout simplement coût d'achat ou prix de vente moins coût d'achat. C'est deux chiffres que tu compares. Le prix que je l'avais acheté, puis le prix que je la vends. Tu compares ça et ça te donne soit un gain, soit une perte. Dans ce cas-ci, on parle de biens meubles, de biens usage personnel. Finalement, pour les biens à usage personnel, il y a une règle dans la loi qui est la règle du 1000 $ minimum. Donc, je vous disais qu'il faut comparer le produit de disposition avec le prix de base rajusté. Ben, il y a une valeur plancher qui est la règle du 1000 $ minimum. Donc, ce que ça dit, cette règle-là, c'est que quand tu vends un BUP, là, peu importe le vrai prix que tu l'as vendu, si c'est en bas de 1000, tu mets 1000. Et le prix le PBR, le prix que tu l'as payé, le vrai prix que tu l'as payé, si c'est en bas de 1000, tu mets 1000. 1000 est une valeur plancher en deçà de laquelle tu ne peux pas descendre. Fait qu'un produit de disposition qui serait en bas de 1000, tu mets 1000. Un coût d'achat qui serait en bas de 1000, tu mets 1000. De sorte que ça évite des petits calculs impertinents dans la loi de l'impôt. Ça amène une espèce de notion de matérialité pour prendre les termes des vérificateurs. Tu as acheté une Xbox 410$, tu vends 415$. Hey, on s'en sac-tu de ton 5$ de gain capital? On n'ira pas, contaminer ton rapport d'impôt avec des inscriptions qui déclenchent 5$ de gain capital. Donc, quand tu vends une Xbox 455$ que tu avais acheté 450$, qu'est-ce qui va apparaître dans ton rapport d'impôt? Tu es en bas de 1000, hein? 1000 moins 1000. Tout ce qui est en bas de 1000, comme produit de disposition et comme coût, tu mets ça à 1000. De sorte qu'on s'évite de déclarer des petits gains qui sont non matériels aux yeux du législateur. Si tu vends une Xbox 1200, tu l'avais payé 900, qu'est-ce que tu vas déclarer? Tu la vends 1200, tu l'avais payé 900. Produit de disposition 1200, il reste là. Coût 900, tu grimpes ça à 1000. Tu vas déclarer 1200 moins 1000. Dès qu'un des deux chiffres est en bas de 1000, tu dois le ramener à sa valeur plancher. Oui. Tu l'as acheté combien? 1005, tu le revends 1010, oui, tu vas déclarer 1010 moins 1005. Tu pourrais aussi, c'est pas un gros gain, mais techniquement, oui, parce que tu es au-dessus de 1000. D'autres questions sur les biens à usage personnel? Dans les biens à usage personnel, il y a un sous-ensemble, vert. Donc, dans les BUP, dans les biens à usage personnel, il y a un sous-ensemble qu'on appelle des biens meubles déterminés. Donc, il y a certains biens personnels qu'on a rebaptisés ou qu'on a recatégorisés pour appeler ça des biens meubles déterminés. L'esprit de ça, c'est de dire, ça se peut-tu qu'il y ait certains biens personnels que tu as acquis, que de par leur nature, ça se pourrait bien qu'ils prennent de la valeur. Parce que dit autrement, un BUP, là, 99,9% du temps, ça perd de la valeur. Quelqu'un qui vend un BUP à profit, c'est un méchant coup de loc. Là. La plupart du temps, ça perd de la valeur parce que tu l'as consommé. Mais le législateur pose la question, y a-t-il certains biens personnels que, de par leur nature, il y aurait plus de chances de prendre de la valeur? C'est des objets de collection. Donc, on a décidé d'appeler ça des biens meubles déterminés. Donc, certains biens personnels, vous en avez la liste ici, des œuvres d'art, des collections de bijoux, des collections de livres, collections de timbres, collections de pièces de monnaie. Quelqu'un qui détient ça, c'est un bien personnel, c'est sûr, mais on l'a recatégorisé bien meuble déterminé, parce qu'il va y avoir une petite différence sur le traitement fiscal. Madame? Dans le BUP, on marque un chalet. Mais c'est parce que si j'achète un chalet au
Effectivement. Non, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas un bijou, c'est pas un objet de collection. Un BUP, madame, je vais juste vous dire, d'habitude, ça perd de la valeur. Vous me donnez un contre-exemple d'un BUP, mais c'est pas dans la définition, c'est ma façon de vous le faire. Un voilier? Je connais rien au voilier. Un bateau, ça prend-tu de la valeur? Il y en a qui... Je sais pas. Mais le fait est que la définition de BUP, madame, c'est des biens qui sont acquis dans un but personnel. Fait qu'un chalet, ça rencontre cette définition-là. Moi, j'ai rajouté de mon propre chef comme professeur, un truc pour le retenir, c'est des biens qui perdent de la valeur. Vous me donnez un contre-exemple d'un BUP qui peut prendre de la valeur, vous avez raison. Heureusement, il y a une exemption possible quand on vend des chalets, c'est un autre sujet. On ne va pas s'exenter du gain capital, mais il faut tout de même le déclarer. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on vend un bien meuble déterminé? Devinez. Premièrement, est-ce que je vous surprends si je vous dis que la règle du 1000 $ minimum s'applique? On est un sous-ensemble des biens personnels, donc on est toujours assujetti à la règle du 1000 $ minimum. Est-ce que je vous surprends si je vous dis que quand on fait un gain, il faut le déclarer? Ça ne devrait pas vous surprendre. Tous les gains sont à déclarer. Où il y a une différence, c'est au niveau du traitement des pertes. On a dit que sur un bien à usage personnel, les pertes étaient complètement refusées. Sur un BMD, un bien meuble déterminé, permettez-moi d'appeler ça un objet de collection, là, pour être plus, que ça ait plus de sens, la discussion. Quand on vend un objet de collection à perte, c'est différent. Ce qu'on dit, c'est ta perte sur ton bien meuble déterminé ou sur ton objet de collection, on ne te la refusera pas complètement, comme sur un bien personnel. Mais on ne te l'accordera pas non plus entièrement, comme sur des immobilisations commerciales. Ça va être un traitement mitoyen. Donc, qu'est-ce que tu peux faire quand tu fais une perte en vendant un bien meuble déterminé? Tu peux l'utiliser, cette perte-là, mais uniquement contre un gain que tu ferais en vendant un autre bien meuble déterminé. Donc, une perte que tu fais en vendant un objet de collection, ça a une utilité, mais très minime. L'utilité que ça a, cette perte-là, c'est d'éponger un gain que tu ferais, mais pas en vendant n'importe quoi, en vendant un autre bien meuble déterminé. Les biens qui sont en vert. Soit dans la même année, ou soit dans d'autres années, parce qu'il y a une mécanique de report qui est possible. Donc, si tu vends une collection de pièces de monnaie, par exemple, puis tu fais une perte de 500 pièces en vendant ta collection de pièces de monnaie, mais ton 500 pièces, il n'est pas complètement annulé, non, il n'est pas complètement non disponible, mais il n'est pas fort. Tu pourras l'utiliser, cette perte-là de 500 $, mais à la condition que tu vendes un autre objet de collection, puis que tu fasses un profit. Fait que je te souhaite bonne chance, parce qu'il faudrait que dans l'année, tu vendes une autre de tes collections, et que cette fois-ci, tu fasses du gain en capital. Et la perte que tu viens de faire en vendant ton premier bien meuble déterminé, effectivement, tu pourrais l'appliquer contre ton gain que tu ferais en vendant un autre bien meuble déterminé. Ça n'a pas besoin d'être dans la même année, parce que la perte sur les biens meubles déterminés, elle est reportable moins 3 ans, plus 7 ans. Donc, si on est en 2014 et tu vends ta collection de pièces de monnaie à perte, il faudrait qu'en 2014, tu vendes une autre collection, cette fois-ci à profit. Si ce n'est pas en 2014, tu pourrais le faire en 2013, en 2012 ou en 2011. Va voir dans tes rapports d'impôts passés, est-ce que tu as vendu des collections à profit? Des biens meubles déterminés. Et si oui, ta perte de 2014, tu peux la reporter dans ton rapport d'impôt 2013, 2012 ou 2011. Sinon, ta perte, elle peut aussi être conservée pour les 7 prochaines années. Donc, on est en 2014, tu peux la garder jusqu'en 2021. Et à chaque année, si tu fais un gain sur un bien meuble déterminé, prends ta perte de 2014 qui est en banque, puis applique-la dans ton rapport d'impôt pour les jusqu'à une échéance de 7 ans. Donc, on en reparlera des mécaniques de report, mais il y a aussi cette logique-là. Donc, je reviens ici sur mon dessin de gain en capital moins les pertes en capital. Rappelez-vous, est-ce qu'il y en a qui se rappellent les 3 couleurs pour mes types d'immobilisation? Je peux mettre la première, je pense que c'était... Le plus grand, c'était-tu rouge? Bleu, merci. Fait qu'on avait on avait
des immobilisations qui étaient bleues, on avait un sous-ensemble qui est rouge, puis on avait un sous-sous-ensemble qui est vert. C'est correct? Donc, si tu fais un gain en vendant un bien qui est ici, tu vas le placer où ton gain? Dans la boîte ici, là. Où il va apparaître ton gain? Dans la boîte grand A ou dans la boîte grand B? Grand A. Parce que tu n'as pas vendu un bien meuble déterminé. Si tu vends un bien qui est ici, qui est un bien meuble, qui est un bien à usage personnel, genre un chalet, d'accord? Tu vends un chalet puis tu fais un profit. Tu vas le mettre où ce gain-là? Dans grand A ou dans grand B? Grand A, parce que c'est pas un bien meuble déterminé. Si tu vends un bien qui est ici, tu vends une collection de pièces de monnaie, un bien meuble déterminé, et tu fais un profit, tu vas le mettre où? À grand B. Tu en vends un autre, mais cette fois-ci, tu fais une perte. Moi, je pourrais symboliser ça, une perte, un P. Tu en vends un autre, mais tu fais une perte. Tu vas la mettre où, ta perte? Ici, à côté. Donc, dans grand B, c'est le gain net imposable. Si on regarde ici, là, c'est la confrontation des gains sur bien meuble déterminé moins les pertes sur bien meuble déterminé. Si tu as plus de gains que de pertes, ça demeure positif et imposable. Vous me suivez? Et si tu as plus de pertes que de gains, qu'est-ce qui arrive avec les pertes qui sont excédentaires? Est-ce qu'elles peuvent aller s'appliquer contre le gain sur le chalet? Non. C'est pour ça qu'il y a une prison. La boîte grand B, c'est une prison qui emprisonne les pertes sur bien meuble déterminé et qui les oblige à se confronter avec des gains sur bien meuble déterminé. Puis si tu n'en trouves pas, tu restes dans la prison pareil. La perte sur BMT ne peut pas aller s'appliquer contre les gains des autres couleurs. C'est ça qu'on a donné comme règle. Qu'est-ce qui arrive si je vends on va continuer mon exemple. C'était quoi le bien bleu ici? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent, là, mon petit point bleu? Ici, que j'avais dit, on a fait un profit, un chalet. Qu'est-ce qu'il arriverait, si je faisais une perte en vendant mon chalet? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, une perte sur la vente d'un bien à usage personnel? À rien pantoute. Oublie ça, ça va à nulle part. On l'a dit, c'est comme la vente d'une auto usagée. Et qu'est-ce qui arriverait, si on vendait une immobilisation noire, ici, là, mais cette fois-ci à perte? Ça se ramasse ici. Plus bas, dans l'autre encadré, c'est les pertes. On va mettre ici les pertes en capital de l'année réalisées sur autre chose que des biens meubles déterminés. Parce que je vous rappelle que les biens meubles déterminés, on les a emprisonnés, qu'on les a forcés à se battre l'un contre l'autre, ou à se confronter en haut. C'est comme quand tu mets deux prisonniers dans la même cellule, puis tu dis au deuxième, tu sors pas de là. Il sort pas de là. Tu es pogné pour gérer toute ta situation à l'intérieur de la boîte grand B. C'est ce qui arrive aux pertes sur biens meubles déterminés. Donc, vous voyez que, dépendamment ces petits dessins-là peuvent sûrement vous servir. Je vous rappelle que le cours est enregistré. Vous pouvez retourner voir l'enregistrement. Donc, la façon de classer vos immobilisations va vous en dire long sur à quel endroit on place les gains et les pertes en capital. Dernière nuance concernant les pertes en capital. Juste prendre le grand carré ici, là. Ici, on vous dit, vous devez regrouper toutes les pertes en capital déductibles. Ça, c'est autre que bien meuble déterminé. Ça veut dire que ça ne comprend pas les roses. Puis on n'a pas besoin de dire que ça ne comprend pas les mauves non plus, parce qu'une perte en capital sur bien à usage personnel, c'est réputé ne pas exister. Donc, il ne reste que les pertes noires ici. De ces pertes-là, il y a certaines pertes qu'on va rebaptiser. Certaines des pertes noires, ici, qui sont réalisées à la vente d'immobilisation, on va les rebaptiser avec un terme bien compliqué qu'on appelle PDTPE. Donc, il y a certaines pertes en capital déductibles qu'on rebaptise puis qu'on appelle pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. J'ai-tu une page qui vous explique ça un petit peu? Pas vraiment.
Ça, c'est des pertes en capital, certaines pertes en capital déductibles qu'on appelle des PIDTPE, pertes déductibles au titre de placement d'entreprise, qui vont profiter, ces pertes-là vont profiter d'un allègement. Je donne un exemple, OK? On dit ici on va mettre toutes les pertes en capital noir. Je vais en mettre quelques-unes. Tu fais une perte toujours à 50%, là, perte en capital déductible, là. Mettons que tu en as pour 50, tu en as pour 50, tu en as pour 60, puis tu en as pour 70. Fait que ton grand total, parce que tu as eu beaucoup de transactions dans l'année, puis tu as fait des pertes à chaque fois. C'est une mauvaise année, là, comme certains investisseurs à la bourse dans les années passées. Ça ressemblait à ça, leur rapport d'impôt. Perte sur vente de placement, perte sur vente de ces actions-là, perte sur vente de ces obligations-là. Il se ramassait avec, dans ce cas-ci, 100, 170, 230, hein? 230. Fait qu'ici, dans cette boîte-là, on va mettre 230. Dans ces 4 pertes-là, il y en a certaines qui peuvent se qualifier de PDTPE. Encore là, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ça, une PDTPE, une perte déductible au titre de placement d'entreprise? Je peux pas te le dire. On va le voir en fiscalité 2, sujet 4. Tu es juste obligé de prendre, pour cette semaine, je vais te le dire, puis il faut juste que tu saches quel traitement appliquer à ces pertes-là. Donc, je vais mettre en jaune-orange une de ces pertes-là qui se qualifie de PDTPE. Laquelle, vous pensez? Aucune importance. La 60. Donc, si celle-là se qualifie de PDTPE, ici, tu vas venir la soustraire. Donc, quelle est la valeur de la grande boîte qui dit l'excédent de 230 sur 60? 170. Donc, l'ensemble de tes pertes vont totaliser 170 000. Et ça s'explique par 230 000 de pertes, dont 60 qu'on enlève ici, pour ne pas les déduire ici. Ce 60-là, il va aller ailleurs. Ce n'est qu'un déplacement. Est-ce que vous savez où il va aller? Est-ce que vous savez dans notre structure à quel endroit on déduit les PDTPE? Oui, à 3D. J'ai un petit tableau, me semble, qui vous illustre ça. Ici, regardez. Donc, le fameux 60 que je viens d'enlever ici, c'est mon fameux 60. On a dit que le résultat des pertes ici, monsieur m'avait dit, le total des pertes, là, c'était merci, 170, c'est-à-dire 230 moins 60. Là, il me dit, hey, le 60, pourquoi on ne peut pas le déduire? T'inquiète. Oui, mais Nicolas, on l'enlève de 3B, j'ai toujours bien perdu 60 sur un placement. Oui, mais c'est parce que on le renomme PDTPE. Ouais, je m'en fous qu'on le renomme PDTPE. J'ai quand même perdu 60$, puis vous me l'enlevez de 3B. J'aurais été supposé pouvoir avoir une perte de plus à 3B. Pourquoi vous l'enlevez? On ne l'enlève pas. On le déplace. Suis la flèche. Ton 60, il va venir se déduire ici à 3D à la place. Ce n'est qu'un déplacement de la perte qui s'en va vers 3D. Fait que ton 60, oui, tu vas le déduire, inquiète-toi pas. C'est juste que c'est pas le bon endroit à 3B, c'est plutôt à 3D que tu vas le déduire. Ah, OK, c'est juste un déplacement, oui. Ben d'abord, ça donne rien, un déplacement. Qu'est-ce que ça change de déduire, au lieu qu'un 60, on ne le déduise plus à 3B, mais qu'on vienne le déduire à 3D, qu'est-ce que ça donne, ce déplacement-là? C'est un immense avantage. On en reparlera en temps et lieu, mais les pertes en capital qui se qualifient de PDTPE, c'est un méchant cadeau, parce que ce déplacement-là, techniquement, vous permet maintenant de déduire la perte contre n'importe quelle source de revenus. Donc, n'importe quoi que tu as mis à 3A, du salaire, du revenu d'entreprise, du revenu d'intérêt, n'importe quoi que tu as mis à 3B, peu importe, tu vas pouvoir retrancher le 60 parce qu'il est à 3D maintenant. Alors qu'un 60 qui reste prisonnier à 3B, vous pouvez me rappeler contre quoi c'est déductible une perte standard à 3B? Seulement contre du gain. Puis dans l'année où tu n'as pas de gain, elle ne sert à rien ta perte. Fait que c'est un bel allègement, ce fameux déplacement-là, des pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE, de les faire glisser vers 3D, c'est un bel avantage. Quelqu'un peut éponger ça contre son salaire. Ce qu'on ne peut pas faire avec une perte en capital déductible ordinaire qui est prisonnière et vouée à annuler seulement du gain. On reparlera de ça. Pour l'instant, on est dans la structure. Je vous rappelle, on est juste dans la structure.
Donc, je reviens une dernière fois à 3B. C'était le plus compliqué, en tout cas le plus où il y a le plus de détails. Donc, je reviens à mon zoom, le plus petit possible. Voilà la façon qu'on doit déclarer les gains en capital et les pertes en capital. À l'examen, il faut se démêler là-dedans. La structure là, est là. Sujet 3, cette semaine, il faut y mettre l'effort. Il va falloir être capable de classer les gains et les pertes aux bonnes places. Si une perte en capital sur bien meuble déterminé, tu ne la places pas dans la bonne boîte, ça ne marche pas. Même si ton résultat est bon. C'est pas le résultat qui m'importe, c'est tu comprends-tu la structure. Parce qu'on n'ira pas loin si vous avez des défaillances dans la structure. Si à l'examen, vous déduisez une perte sur un chalet alors que c'est un BUP et qu'il n'y a pas lieu de déduire la perte, c'est mal aussi. Donc, il faut vraiment vous démerder dans tout ça. Il faut faire des exercices. Est-ce qu'il y a des questions sur 3B? Je pense que vous me les posez au fur et à mesure. C'est bien correct comme ça. 3C. Donc, après avoir imposé tous les revenus qu'on gagne dans l'année. A. Après avoir imposé les gains en capital réalisés dans l'année. Les gains en capital imposables. Net des pertes en capital déductible, bien sûr. Après avoir tout réglé ça, là, on est rendu à 3C, qui est l'endroit où on peut faire chuter notre revenu avec certaines déductions. Est-ce que, par feeling, vous connaissez certaines dépenses qu'on encourt dans la vie et que le législateur reconnaîtrait comme étant déductibles du revenu et conséquemment ferait chuter notre revenu? Puis en passant, si tu fais chuter ton revenu, tu vas faire chuter ton revenu imposable. Puis en passant, si tu fais chuter ton revenu imposable, tu vas faire chuter ton impôt. Fait que ça, dans la vie, c'est ce que le monde aime habituellement. Faire baisser le revenu imposable, baisser l'impôt, tout ça est attaché. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez ce feeling comme ça? Vous n'êtes pas obligé de le savoir, vous n'êtes pas supposé le savoir. Vous êtes vierge comme tout. Que vous me disiez, on n'en a aucune idée, c'est normal. Mais disons, peut-être qu'il y en a qui ont des feelings. Monsieur? Oui, un frais médicaux, on vous dit toujours, garde tes reçus, hein, tu vas à la pharmacie, là, garde tes petits reçus carrés, ton pharmacien, il dit, c'est déductible d'impôt. Là, c'est mêlant, déductible d'impôt ou déductible du revenu? Parce qu'il y a deux allègements possibles, hein. Il y a certains éléments qui sont déductibles du revenu ici, puis il y en a d'autres qui, dans la section rose, si vous savez à quoi je fais référence, la section rose, donnent droit à un crédit d'impôt. Fait qu'il y a deux types d'allègements. Les frais médicaux, ça donne que c'est un crédit d'impôt. Mais c'est ce genre de logique-là que je cherche. D'autres choses que vous savez qu'on vous dit toujours, garde tes factures, tu peux le déduire de tes impôts. C'est un classique. Oui, monsieur? Tu fais un don, ouais, garde ton reçu pour don, tu peux réduire tes impôts. Mais c'est un crédit d'impôt, malheureusement, ça va pas là. Les pensions alimentaires, les frais de garde? Exact. Donc, quelqu'un qui paye une garderie pour envoyer ses enfants, on lui demande le paiement de la garderie, c'est déductible à 3C. Je reviendrai à vous, monsieur. Pour les étudiants aux frais de scolarité, non, ça va aller dans le calcul de l'impôt. Mais la logique est la même, c'est des bonnes logiques. Oui, le fait qu'on cotise au REER, on vous dit quand tu cotises au REER, ça va faire chuter ton revenu, c'est là que ça se passe. Frais de déménagement, tu déménages, on dit garde tes factures, tu peux déduire tes factures de déménagement, c'est là que ça se passe. Pension alimentaire, donc un homme qui paye une pension alimentaire pour son ex-femme ou l'inverse, là, pas pour l'enfant, on en reparlera, mais de se payer une pension alimentaire entre ex, c'est déductible, c'est à cet endroit-là que ça se passe. On étudiera tout ça en temps et lieu. Okay? C'est pas aujourd'hui que je vais vous donner la liste exhaustive de ça, mais vous comprenez qu'on peut faire chuter le revenu avec certaines déductions. Il y en a des exemples ici. Donc, ton revenu après 3C, c'est la somme de tout ce que tu as mis à 3. Mettons des chiffres pour le fun, là. Mettons que quelqu'un a une vie très trépidante, là. Puis il fait 100 000 de revenus d'emploi. Puis il a le temps d'avoir une entreprise. En plus de sa job, il y a une pizzeria. Il fait 60 000 avec sa pizzeria. Puis en plus, il encaisse des revenus de placement, 10 000. Puis en plus, il encaisse je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, il n'y a plus le temps, là, mais revenu d'emploi, revenu d'entreprise, il encaisse du revenu d'intérêt de 10 000, puis, hein? Ah, c'est du revenu de bien, ça. Dans revenu d'autres sources, qu'est-ce qui pourrait y arriver? Ah, il peut pas être sur le BS, il peut pas être sur le chômage. Qu'est-ce qu'il pourrait... il a retiré un REER. C'est une très mauvaise décision, mais le gars voulait s'acheter un Winnebago, puis il n'y avait pas de liquidité. Il s'est retiré, il s'est claqué, comme on dit, 9 000 piastres de REER. 3A, ça donne quoi? Rapidement, là, 160, 170, 179? Good. On continue. B. Ce gars-là a vendu plein d'immobilisations. C'était quoi mes chiffres tantôt? On ne se rappelle pas. Hein? Bon, admettons qu'il a vendu des immobilisations puis qu'il a fait 160 de gains.
puis admettons qu'il a fait des pertes aussi. Mais là, je vais prendre les chiffres de mes 4 pertes tantôt. Mes 4 pertes tantôt, c'était 60, 60, 70, 50. Ça donnait en haut 270. Merci. Puis de 230, il y en avait une qu'on enlevait, hein? 60. Fait que ça donnait des pertes de 230 moins 60, 170. Oh non, pas grave. Il arrive quoi du 60 en passant? Pourquoi je perds 60 de pertes? Tu dis quoi? Tout le monde va vous dire ça. Pourquoi tu m'enlèves des pertes? Chut, je les enlève pas. Je les déplace. On déplace ici, on va tout de suite les mettre. 60 de pertes ici, c'est un déplacement. Donc, il arrive quoi pour lui à 3B? Je déclare quoi? 160 moins 170? 0. 3C, il a déménagé, ça a coûté 9000 $. Il fait garder ses enfants, ça a coûté 11 000 $. Puis il paye une pension à son ex. C'est le gars, il n'est plus jamais là. Fait que 8 000 de pension à son ex. Fait que, il y a combien de déductions? 28? 28, c'est ça? Fait qu'on est rendu à un revenu de combien, là, après 3C? Ouais, je vais mettre les chiffres en vert, là. 179 ici, 0 ici, 28 ici. Quelqu'un, on est rendu à combien? Je sais pas, 171, je dirais 151. Puis la dernière étape, c'est les pertes. Est-ce que les pertes étant, je vous rappelle, le miroir des gains? Donc, est-ce que cette personne-là a fait une perte d'emploi dans l'année? Non, ça se peut pas. Faites-vous pas piéger, ça se peut pas. Fait que ça, là, mettez-le même pas sur votre feuille d'annotation. Ça, là, ça se peut pas. Impossible. Est-ce que cette personne-là a fait une perte d'entreprise? Ben non, on a dit qu'il avait fait 60 000 $ avec sa pizzeria. Ouais, mais je vous ai pas dit, il n'y a pas juste une pizzeria, il y a un restaurant grec aussi. Puis ça a moins bien été, le restaurant grec. 100 000 de vente de pita, 130 000 de dépenses. Ça fait quoi, ça? 30 000 de pertes. 30 000 de pertes. Perte de biens? Ben, vous avez dit on a dit qu'il avait fait 10 000 d'intérêt ici, mais il y a un bloc appartement aussi. Ça a moins bien été. 80 000 de revenus de loyer, 110 000 de dépenses. Moins 30. Encore, je prends un moins, c'est plate, c'est le même chiffre. Moins 30, perte de biens. Et vous remarquez qu'il y a un 60 ici qui se place aussi. Ici, le 60. Il vient d'où ce 60-là? C'est la perte en capital déductible qui est privilégiée à 3B puis qui peut se déplacer vers 3D. Ça fait quoi comme à 3D, là? Mon total 3D, ça ressemble à quoi, ça? 30 de pertes sur un restaurant grec, 30 de pertes sur un immeuble locatif, ça fait 60, puis 60 de pertes en capital qu'on a déplacé, ça fait 120. Fait que ça ferait un revenu final de 151 moins 120, tout le monde voit ça? Ça ferait un revenu de 131. 31. Vous comprenez? C'est de la mathématique, c'est des plus. Ben, c'est pas de la mathématique, c'est de l'arithmétique. C'est des plus puis des moins. Mais il faut surtout que tu classes les bons éléments aux bons endroits. Il faut qu'il y ait de la structure là-dedans. Je le répéterai jamais. Examen, OK? Examen, point, cote, moyenne, ton futur. Tout le monde m'écoute, là? Quand un mec à l'examen, tu me donneras 31 comme chiffre final. Qui est la bonne réponse, là? Si c'est tout pêle-mêle, sur une question de 25 points, tu as 0. Je la regarderai même pas, la réponse finale. Ça m'importe peu. Je suis pas en train de... Vous êtes à l'université, gang. Je sais que vous savez additionner puis soustraire. Mon enfant serait capable de faire ça, d'arriver à 31. Des plus puis des moins, là, vous êtes tous capables de faire ça. Donc, à l'université, on ne payera pas parce que tu as fait des bons plus puis des bons moins. On va payer parce que tu as placé les bons éléments au bon endroit. Tes gains capital, tu les as placés à la bonne place. Tes revenus de dividendes, tu les as bien majorés. Tes pertes, tu les as mis à 3D. Puis tes pertes en capital qui se qualifient de PDTPE aussi, tu les as fait glisser vers 3D. À titre d'exemple, c'est tout ça qui est important. Pas mal plus qu'arriver au bon chiffre. Les pertes. 3E, 3F, c'est pas super important. Ça fait juste dire si ton revenu, si 3D est positif, ça devient ton revenu. Donc, dans mon exemple de gars qui a une vie très trépidante, on est arrivé à combien ici? 31 000, c'est ça? Donc, on a un revenu de 31 000. Ce qui met la table pour le revenu imposable. Si on était tombé négatif, imaginez que le restaurant grec va vraiment, mais vraiment mal. Puis au lieu de perdre 30 000 avec ton restaurant grec, tu perdais 130 000, mais ton revenu serait tombé négatif, là.
Puis là, on mettrait 0. Tu ne peux pas avoir un revenu négatif. Donc, j'avais un exemple de ça. Ça met la table pour la section suivante qui est très simple, qui est le calcul du revenu imposable. La section verte. Première question, c'est quoi ton revenu? C'est quoi le revenu de mon gars, là? Avec toute sa vie? 31? Donc, on part avec un revenu de 31 000. Et dans le revenu imposable, il y a des déductions. Seulement des déductions. Donc, si mon gars se qualifie à certaines déductions qui sont prévues dans le calcul du revenu imposable, c'est le même genre de déduction qu'on a vu tantôt à 3C. Je vous ai dit tantôt, les frais de déménagement, les frais de garde d'enfants, tout ça était déductible dans le revenu. Mais il y a d'autres types de déductions qui sont aussi déductibles, mais dans la section verte. Donc, si on se qualifie à certaines déductions, admettons 2000, on affichera un revenu imposable de 29 000. Dans le pire des cas, on affiche un revenu imposable de 31. Il ne peut pas augmenter. Il n'y a pas d'inclusion. Dernière étape, le calcul de l'impôt, la section rose. Tu prends ton revenu imposable, pas ton revenu, tu prends ton revenu imposable, et tu vas le faire passer à travers différentes étapes. La première étape, c'est les tables d'impôt. On en reparlera, mais il y a des tables d'impôt avec différents paliers. Donc, ton revenu imposable, il faut que tu le découpes en paliers. Le premier palier imposable, par exemple, à 15 %, le deuxième palier imposable à 22 % et ainsi de suite. On reparlera de ça. Donc ici, là, si vous permettez, pour avoir un chiffre plus sexy, là, 29 000, c'est assez plate de calculer un impôt quand quelqu'un a 29 000 de revenu imposable. Là. On va juste travailler avec un chiffre plus gros. Là. Donc quelqu'un qui aurait un revenu imposable de 179 000, vous voyez, le premier 45 000, on l'impose à 15 %. La deuxième tranche entre 45 et 90 000, on parle de tranche de revenu imposable. Là. Regardez ici, 179, 450. C'est comme un saucisson, je le découpe en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Le premier 45 000 de revenu imposable, 15 % d'impôt. La deuxième tranche de 45 000, celle qui se situe entre 45 et 90, 22 % d'impôt. Celle qui se situe entre 90 et 140, 26 % d'impôt. Puis tout ce qui se situe au-dessus de 140, 29 % d'impôt. C'est hypothétique, c'est pas les vrais taux, c'est pas les vraies tables d'impôt 2014, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on appelle ça de l'impôt progressif. Plus le revenu augmente, plus tes taux d'impôt augmentent. Vous voyez que les dernières tranches coûtent cher. Donc, si on calcule les 4 tranches, ça me fait 41 000 $ d'impôt sur mon revenu imposable de 179 000. L'étape suivante, c'est des crédits d'impôt. Il y a plusieurs allègements fiscaux qui sont offerts sous forme de crédits d'impôt et qui ont comme effet de venir réduire ton impôt. On en reparlera des crédits d'impôt, mais la plupart du temps, c'est un certain montant qui vous est accordé, puis qui est multiplié par le plus petit taux de la table d'impôt, pardon. Donc, comme mon plus petit taux, moi, il est à 15 % ici, mes crédits d'impôt vont aussi être fractionnés par 15 %. Les chiffres sont complètement hypothétiques. Donc, admettons que j'ai pour 5 000 $ de crédit d'impôt, ben, je fais chuter mon impôt de 41 moins 5, je fais chuter mon impôt à 36. Étape suivante, l'abattement d'impôt du Québec. Pour les contribuables québécois seulement, quand vous faites votre rapport d'impôt fédéral, on vous abaisse votre impôt de 16,5 %. Il n'y a aucun autre contribuable d'aucune autre province qui a droit à ça. C'est 6 000 $ de rabais. Wow! Pourquoi on a ça, nous, seulement nous, les Québécois? On en a parlé en premier cours, hein? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le Québec? On est les seuls à avoir dit au fédéral, tu ne perçois pas l'impôt de notre province. Donc, partout ailleurs au Canada, quand on paye ces taux d'impôt-là, c'est un combiné fédéral-provincial. Le fédéral perçoit l'impôt des provinces. Nous, au Québec, on a dit au fédéral, non, tu ne perçois pas l'impôt des Québécois. Fait que le fédéral a dit, c'est beau, on va enlever 6 000 $. Donc, on coupe l'impôt fédéral de 6 000 $, pour tenir compte du fait que que les Québécois vont faire un deuxième rapport d'impôt dans notre province. Et finalement, il reste quelques petits crédits d'impôt qui s'appliquent après, même genre de crédit. Ça me donne, dans mon cas à moi, 29 000. On appelle ça l'impôt payable. Donc, 29 000, on est rendu à la fin du rapport d'impôt, c'est l'impôt payable. En termes de comptable, on pourrait appeler ça ma dépense d'impôt. Est-ce que ça veut dire ça qu'à la fin de l'année, je sors mon chéquier, puis je fais un chèque, bon, pas le choix, receveur général du Canada,
Aïe aïe. 29 297 daté de... Disons qu'on est au mois d'avril, parce qu'on fait notre rapport d'impôt au mois d'avril. D'habitude, 15 avril, tu signes ça, puis tu envoies ça par la poste, avant le 30 avril pour éviter les intérêts. C'est ça que je comprends? Ben non. Pensez-vous que de l'impôt, on paye ça juste une fois dans l'année? Pensez-vous que de l'impôt, ça se paye juste au 30 avril quand on fait notre rapport d'impôt? Ou bien de l'impôt, on en a payé toute l'année? Je t'annonce que de l'impôt, tu en as envoyé au gouvernement fédéral toute l'année. Si tu es un salarié, à chaque paye, on a retenu de l'impôt sur ta paye. Si tu es une entreprise, tu as fait des acomptes provisionnels. À chaque 4 mois, il a fallu que tu envoies un chèque, une acompte d'impôt. Donc, de l'impôt au gouvernement, il y en a déjà d'envoyé. Donc, toi, ton chèque, ton compte à payer, il ne faut pas confondre compte à payer avec dépense d'impôt. Tu n'as pas tout ça à payer. Oui, c'est ta dépense. Mais tu vas comparer ça avec tout ce que tu as déjà envoyé dans l'année. Donc, si à même tes retenues salariales, tu en as déjà envoyé 25 000 en cours d'année, ben, il faut que tu fasses un chèque de 4 000, 4 297. Puis à l'inverse, si en cours d'année, tu en as envoyé 35 000, déjà, ben, tu n'as rien envoyé. Au contraire, tu vas avoir un remboursement. 5 700 de remboursement. Ça me fait toujours rire les gens qui disent « Hey, je suis assez content, je ne paye pas d'impôt cette année, j'ai un remboursement de 5 703. » Mon œil, tu ne payes pas d'impôt. Tu en payes 29 000 d'impôt. C'est juste que tu en as envoyé pour 35 000 en cours d'année, puis qu'on te redonne le trop perçu. Donc ça, c'est la structure du calcul du revenu. Bleu, calcul du revenu imposable. Vert, et le calcul de l'impôt en bleu. Un mot avant de vous laisser à la pause sur un... Parce que vous devinez que c'est ça que vous allez devoir faire à l'étude de cas. Qu'est-ce que vous pensez qui vous attend après la pause? Une fille qui s'appelle Linda quelque chose, là, Linda... pas Lemire. Lemire, oui, pardon. Linda Lemire, pour lesquelles on va vous donner toutes les sources de revenus, toutes les déductions, tous les crédits possibles, et vous allez devoir construire l'entièreté de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire construire son revenu, après ça son revenu imposable, et après ça son impôt. Et la deuxième partie de l'étude de cas, je vais tout vous montrer les modalités de remise tantôt, là, pas tout de suite parce que vous êtes fatigué. Mais la deuxième partie de l'étude de cas, ça va être de reproduire ça, de transcrire ça dans des vrais formulaires d'impôt. Ça ressemble à quoi des vrais formulaires d'impôt? Vous l'avez en annexe de votre livre, annexe 1 de votre volume. La première annexe de tout, là. Donc, nous, on va aller dans TaxPrep, qui est le logiciel pour faire des rapports d'impôts informatisés. On va retrouver ces formulaires-là et on va essayer de saisir dans les formulaires, au meilleur de nos connaissances, les données de notre solution à l'étude de cas. Donc, rapidement, je vous montre à quoi ça ressemble une déclaration d'impôt fédéral. Vous avez peut-être déjà vu ça. Est-ce qu'il y en a qui savent combien ça de pages un rapport d'impôt fédéral? Il y en a qui paniquent avec ça. Ça a un demi-pouce d'épais. C'est écrit Time New Roman 8. Là. Combien ça de pages? 4. Pas complet. 1, 2, 3, 4 pages. Le reste, c'est des annexes. Nous, on va s'intéresser aux 4 pages, d'accord? Page 1, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Tu fais rien que t'identifier. Ton nom, ton adresse, date de naissance, état civil. Tu veux-tu ton crédit de TPS? Bon. Étape 2, page 2, là, ça commence. Regardez le nom des lignes. Vous allez reconnaître des choses. Revenu d'emploi. C'est petit, je le sais, là. Montant imposable des dividendes, ligne 127, gain en capital imposable. Donc, c'est chacune de ces lignes-là qu'on va essayer d'aller placer nos bons éléments de solution. 3C, on a des déductions. Déduction pour je cotise un REER, déduction pour j'ai des frais de garde d'enfants, j'ai des frais de déménagement. Donc, vous reconnaissez la ligne 236, revenu net. C'est quoi ça, le revenu net? C'est quoi le revenu net? C'est le revenu. Ligne 260, le revenu imposable. Ligne 420, le calcul de l'impôt, duquel on retranche l'abattement d'impôt du Québec. Il y a une annexe qui est pertinente, c'est l'annexe 1, c'est le fameux calcul de l'impôt. Vous remarquez votre table d'impôt qui est ici à 4 paliers, puis vos crédits d'impôt auxquels vous avez droit à 15 %. Fait qu'on va s'amuser là-dedans après la pause avec une étude de cas. C'est évalué dans le but que vous le fassiez avec sérieux. Je vais ramasser tout ça samedi soir, 23h45, date limite. Je vais tout vous redonner les conseils en revenant de la pause, mais le but de ça, c'est que ça soit le fun.
Si je mets ça évalué, c'est juste pour que les gens se sauvent pas. Je sais que si c'est pas évalué, vous allez partir, puis si vous le ferez pas. Fait que je suis un peu paternaliste. Je vous garde ici pour 5 points. Puis pendant la prochaine heure, on va s'intéresser, on va essayer de travailler l'étude de cas ensemble. Ben, vous allez travailler dessus. Entraidez-vous. T'sais, si quelqu'un est assez niaiseux pour rien comprendre, rien faire, puis se faire pistonner par son ami, ça me dérange même pas. Tu passes tellement à côté de belles connaissances. Fait que c'est dans cet esprit-là que je veux qu'on le fasse. Là. On n'est pas là pour hey, chut, on peut tous collaborer entre nous, échanger entre nous. Puis il y aura 5 points enfin, pour ceux qui auront fait les bonnes remises à temps, au plus tard samedi soir, 23h45. Je vous réexplique tout ça après la pause. J'ai pris un peu plus de temps que je pensais. S'il vous plaît, 9 minutes de pause, je m'excuse. À 10h20, on commence l'étude de cas. 10h25, disons, 15 minutes, OK? 10h25, s'il vous plaît.